Salut l'équipe. En ce moment, la grande mode dans le métier, c'est d'avoir une hot take. Chacun doit avoir donc sa hot take. Et même si on suit la NBA simplement depuis la draft de Cooper Flagg, et même si la plupart du temps c'est du caca qui sort de la bouche, chacun doit avoir sa hot take pour faire parler dans les cours de collège entre midi et 2. Alors je ne sais pas si je dois rentrer dans ce jeu fécal à mon grand âge, mais je crois que moi aussi, je tiens ma hot take. En fait, à bien y réfléchir, je ne suis même pas sûr que ça en soit vraiment une, déjà, parce que je regarde les matchs, et surtout parce qu'au fil du temps, je me dis que cette hot take paraît de plus en plus logique, comme 1 et 1 font 2, ou comme Jack Lang, par exemple, ne sera jamais la nanny de mes enfants. Alors, je vais quand même vous la dire. En se faisant casser la bouche ces derniers temps par tous leurs concurrents directs, avec deux leaders qui ne défendent pas un cachou, avec un coach de prénat qui joue le maintien en NBA, c'est fort, plus un daron sur le banc qui décide qui joue ou qui joue pas, les New York Knicks, cette saison, ont autant de chances d'aller en finale NBA que Tom Serravino de me battre 13-0 en 1 contre 1. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first des shows. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode où on va parler des Lakers. Si on parle des Lakers, évidemment, il y a Thomas. Si on parle des Lakers, il y a LeBron. Et si on parle de LeBron, il y a Arthur. Comment ça va les garçons? Ça va super. On est ravis puisque c'est vrai qu'on avait presque oublié que tu avais pris un 13-0 par Tom. Non, mais c'est pour moi ça reste une anomalie dans l'atmosphère générale spatiale et donc c'est pour ça que pour moi j'ai bien aimé cette comparaison entre les Knicks ont autant de chance. Ça arrive une fois. Ça n'arrivera plus jamais, je pense. Mais ça arrive une fois. Donc, est-ce que les Knicks peuvent y aller? Oui, mais il y a peu de chance. Voilà. Qu'est-ce que l'on pense, Arthur, de cette take? Bonjour, Arthur, déjà. Bonjour les gars, j'espère que ça va. Il a vraiment pris 13-0, c'est fou. Ouais, j'ai vu ça sur la vidéo la dernière fois. Franchement, allez, 8-0, 13-0, c'est chaud quand même. Ouais. C'est chaud, 13-0, c'est chaud. Arthur le dit toujours avec sa mesure. Sous-entendu, comment t'as fait pour perdre 13-0? Après, Tom, tu vois, je viens pas souvent à la hoops, mais moi je trouve que chaque année il progresse et voilà. Après le 13-0 il fait mal quand même. Ah bah il m'a fait mal, j'ai pas dit que... Regarde mes cernes, je dors pas depuis, je le vis très très mal. Hein. Je vais chez le psy 3 fois par jour, donc écoute c'est comme ça, il faut se rendre à l'évidence. Passe à la 4e séance alors, hein, ouais. mieux, hein. Bon, je l'ai battu hier quand même, mais en 3-3, ça compte pas, on s'en fout. De toute façon, j'ai l'impression que je pourrais le battre 72-0, oui. Rien n'effacera. Mais complètement, t'as raison, c'est exactement donc en fait, je dois vivre avec. Ah mais bravo, je le dis encore. Faut marquer au moins, allez, parce que pour moi, j'ai très mal attaqué. J'ai touché une fois la balle, j'ai très mal attaqué, mais je le redis, je le répète. Beaucoup de crédit parce qu'il a mis des tirs de mutant. Alors évidemment, j'aurais pu monter en surpression. C'était le premier match, il faisait un peu froid un dimanche matin. Bravo à Tom. Bon, bref, on s'en fout. Comment ça va, Arthur? Tu reviens de Côte d'Ivoire? Ouais, j'ai fait un petit séjour pour une mission sur laquelle je suis consultant entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Et puis voilà, j'ai pu jouer un peu au basket là-bas. Non. T'as pas pu jouer au basket, t'as fait un essai dans l'équipe numéro 1 du championnat. C'est Abidjan, on en a jamais eu. Attends, c'est un truc de fou là. Raconte-nous un petit peu comment le basket là-bas en Côte d'Ivoire, à Abidjan, comment ça se passe, les infrastructures, les entraînements, parce que tu nous as dit, putain, c'est carré, c'est pro. Et en plus, on t'a présenté comme The Goat. Ouais, non, bah écoute, du coup, je vais souvent au Togo et en Côte d'Ivoire et ça fait longtemps que Jean-Luc me demandé de venir faire un essai avec le meilleur club du pays, donc ça a été chose faite et en fait c'était super sympa parce que déjà j'ai été hyper bien accueilli. Alors ils m'ont un peu trop saucé au début en disant voilà il y a Arthur et tout, bref, et les gars... Attends. Je le connais, le faux, le humble, pas le faux, le humble. Arthur dit comment ils t'ont présenté? Ils m'ont présenté, déjà j'étais pas hyper bien. Il me dit ouais Arthur qui a mis 52 points, meilleur marqueur et tout, donc bon moi j'étais là, bon les gars faut y aller tranquille. Mais franchement j'étais hyper bien accueilli et en fait les gars sont athlétiques comme vous pouvez imaginer, mais c'était abusé.
Athletic++, c'est du jeu direct. Les gars ont la balle, ils attaquent vite au panier, donc ça peut sembler brouillon, mais en fait c'est hyper dur à défendre dans tous les cas. Donc franchement, je me suis régalé. Et puis surtout, c'était comme tu dis, c'était hyper structuré. Les gars ont entraînement tous les jours, donc c'est vraiment sous un championnat professionnel. L'entraînement, il a duré 3h30, 3h45, donc j'étais KO avec une pause au milieu où on a fait 45 minutes de vidéo. Donc Il fait une franchement, vidéo au milieu de l'entraînement. au milieu de l'entraînement. Et après, on est reparti direct. Et pareil, Incroyable. j'arrive, donc moi je dis bonjour à tout le monde. Je pensais que j'aurais le temps de m'échauffer. Non, le coach il arrive direct, 17 lignes en sprint en moins d'une minute sur le côté. Donc heureusement que j'étais en forme. Mais je te jure. Donc tout le monde commence. La violence. Voilà. Après on arrive, ils ont essayé de m'intégrer au jeu. Ils avaient au moins 12 systèmes qui m'ont montré une seule fois. Donc la première partie, j'ai dit bon vas-y les gars, jouez à l'opposé de moi parce que les systèmes je les connais pas. Oui. Mais franchement c'était super. J'ai pris quelques shots, donc j'essaierai de faire une petite vidéo dessus. Ouais, Carrément. intéressant. Trop bien. On embrasse tous nos amis évidemment en Afrique qui suivent First Team de loin. Et puis c'est bien que le basket se développe là-bas et qu'il y ait clairement. des infrastructures comme celle-là. Abidjan, Tom, faut vraiment qu'on y aille. Hein. Ah bah on est invité depuis longtemps, on a du monde je sur sais. place. Hein. Je sais, mais C'est bon, qu'une on a affaire beaucoup d'aller-retour, hein. C'est vite fait ça. Pas à côté non plus. Bon, ça va, c'est en Allez. même temps, ça va. Ça va. Quelques annonces avant Un de se week-end, plonger dans l'émission. Comme d'habitude, vous le savez, le lundi à 22h, on vous propose le NBA Classic Game. Il y a eu un léger petit couac la semaine dernière. On vous avait promis la première masterclass de Steph Curry. On a dû changer parce qu'il y a eu un petit échange avec l'NBA. On a dû repousser ça d'une semaine. Finalement, lundi dernier, on vous a proposé l'excellent match entre les Bucks de Giannis Antetokounmpo et les Nets de Kevin Durant et James Harden, Kyrie Irving blessé, mais d'un excellent Blake Griffin. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube. Excellent match, je tiens à le dire, match 7 de demi-finale de conférence. Et donc finalement, lundi prochain, ça sera donc bien la première masterclass de Steph Curry. C'est avec ses 54 points au Madison Square Garden. Thomas, c'est quelque chose à voir parce que c'est le début aussi de la grande aventure des Warriors. Ouais, on a vu beaucoup de commentaires dans les antennes de gens déçus de ne pas voir ce match. Bon, voilà, il fallait juste attendre une petite semaine. Écoutez, allez vous régaler de ce match de Steph Curry qui est tout jeune, babyface, et qui montre déjà toutes les qualités de shooter, de scoring, etc. T'as raison, c'est un acte fondateur quant à la suite de la dynastie des Warriors. Best Shooter Alive, Tutur, tu sais que t'es pour l'instant notre leader, notre vitrine de ce concours. Et ce concours est toujours ouvert, donc envoyez-nous vos vidéos, on en attend beaucoup. On sait que la finale se fera à peu près au mois de mai, ou peut-être début juin. Faut qu'on voit d'ailleurs les gars, qu'on se mette une date. Une très belle finale qui aura lieu du côté donc de Paris, à Saint-Ouen normalement si tout va bien. Et vous savez que les grands vainqueurs seront équipés pour une année par champion, et surtout ils pourront partir à New York avec la personne de leur choix pour assister à une semaine Sport Travel, assister à un match des Knicks et des Nets. Ah ouais, classique. Ah bah ça vaut pas le coup, c'est un truc de ouf, tu veux dire. Si avec ça vous n'avez pas de vidéo, les gars, je sais pas ce qu'on peut faire pour vous. Au bout d'un moment, je vous laisse la présentation du First des choses si vous voulez. Non, c'est faux. C'est mieux New York quand même. Ouais, c'est mieux New York. Je te le dis direct. Je préfère la New York que présenter le First. Salut, on est jeudi, c'est First des choses. Pour l'enfer. Donc voilà, soyez bien. Envoyez-nous des vidéos. Il y a plein de mecs qui nous envoient des vidéos qui sont plutôt même créatifs. Soyez marrants, soyez bons et soyez adroits. Surtout, vendredi, nouvelle émission d'Offense, Thomas, à laquelle tu as participé. J'étais pas là. Oui. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu beaucoup de sourires. Vous êtes beaucoup marrés avec un débat pour savoir est-ce que la France, est un pays de sport. Avec Guiran, avec Héloïse, autour de Tom Cheravino, comme toujours, des PPO fantastiques, notamment sur la télé-réalité. Et donc cette question, on est 1 an et demi après les JO, est-ce que la France est un pays de sport? On tente d'y répondre, et l'avantage c'est qu'on a une athlète, Héloïse, qui fait des chroniques depuis des années sur ce sujet-là. Donc voilà, et puis il y a une énergie communicative dans cette émission. Vous verrez, la première demi-heure, vous prenez un verre d'eau, voilà, tranquille, vous n'avez pas besoin de Xanax, pas du tout ça, mais vous n'avez pas de boostant, on va dire, parce que c'est... Ah, c'est l'inverse, oui. Oui, exactement, oui, voilà. C'est, wow, allez, on y va et on se marre. Et de manière générale, on évite le Xanax, quoi Oui, qu'il arrive. voilà, non, mais c'est pour ça que je pense à ça, c'était pas plutôt, mon c'est truc. c'est plutôt mieux. Je veux dire du Guronzan. Voilà, du Guronzan. Ça n'a rien à voir. Rien à voir, rien à voir. N'importe quoi. Faut dire, il faut une ordonnance pour le Xanax. Tout à fait. Donc du coup, c'est vendredi à partir du midi sur la chaîne Offense et on remercie tous les commentaires qu'il y a eu ici sur l'ancienne émission autour de Raymond Domenech. Elle a très bien marché. Vous avez été très chaud dans les commentaires. Dimanche, on va vous offrir une interview. Ça fait longtemps qu'on vous a pas offert l'interview et justement cette interview, elle sera avec Marine Fotoux qui est actuellement en rééducation du côté de Clairefontaine, la meneuse donc de l'équipe de France qui a joué cette grande finale olympique face à Team USA sera là pour nous parler de sa rééducation, de prendre de ses nouvelles et puis de la suite de sa carrière. C'est encore une jeune joueuse et elle incarne elle aussi le futur du basket français chez les filles. On imagine qu'avec cette génération-là, elles sont très très ambitieuses. Donc on ira parler avec Marine Fotoux. Le sommaire de l'émission, les amis, les news, on va parler d'un match qui a eu lieu hier soir entre les Pistons et le Thunder. On s'est régalé une nouvelle fois. On reviendra sur des retours, notamment Déjanté Meuret. On fera un petit point équipe de France, notamment dans le débat
Faut-il s'inquiéter pour les Lakers? Épisode 68. Parce qu'on sait qu'en ce moment, il y a une période un petit peu floue, sur et en dehors du terrain. Il se passe des choses. Comment on peut se projeter sur cette saison, peut-être un petit peu plus loin avec les Lakers? On ira ensuite sur un débat où on ira sur Donovan Clegan. C'est un pivot qu'on aime beaucoup, dont on parle peu. On s'est dit... palette pour tant qu'à faire. l'imposant, le massif pivot des Blazers, mais qui fait pas que être à l'intérieur. Vous allez voir ça. Ils vont finir avec le quiz. Qui dit Arthur, dit Fac. Qui dit Thomas, dit Victoire, j'ai envie de dire, parce que je vais te rendre hommage. T'es très bon sur les qui suivent cette saison. Tout à fait. Bravo. Tu Je nous vais fais pas- je vais pas dire tu nous non. fais une excellence. Même si la semaine dernière, Thomas Larocchi a sorti Ricky Davis, réponse de champion. Et je précise Alors, il y a aussi- une enquête en cours. Hein. Il y a une enquête, mais jusqu'à preuve du contraire, il a pris réponse de champion. Je précise aussi qu'on a reçu un commentaire exceptionnel, j'ai oublié son prénom, je vais aller le revoir. Quelqu'un, Erwan, a noté Oui. et rapporté tous les scores du quiz dans le First des Shows depuis que c'est Tom, depuis que c'est Tom. qui le Ok, fait. Donc depuis incroyable. l'épisode 28, un truc comme ça. Sur les qui suivent ou surtout Les qui Non, suis-je. tous les qui suis. Ok. Et ce qui est extraordinaire, donc il a tout pris, hein, t'es dedans, Les ratios, 10, 11. ok. Erwan et moi, on a genre, je crois, 62 à 63. On est un d'écart. Un d'écart. Non mais c'est un truc de fou. Donc voilà, je vais retrouver son prénom parce que je le dirai tout à l'heure. Enfin, Tom le dira tout à l'heure. Voilà. Ça, moi, ça Merci m'a- à lui. moi, ça m'a Il m'a bluffé. bluffé. Exceptionnel. Ah ouais. Ah, tableau Excel exceptionnel. Donc voilà, tous ceux qui pensent que je suis rincé en qui suis, je reste encore dans la course. Il n'y a qu'un d'écart avec Thomas. Voilà. Merci. Allez, on a fait le tour, on est bon? On est bon. Tu nous montres un abdo, un pec, non? Non, c'est bon, ça Ah, va bon. aller. Oh non, je suis venu pour ça moi. J'ai que les news du coup. Vas-y, on voit les news. Hier soir, il y avait un très bon match à suivre du côté de Détroit. Les Pistons accueillaient le Thunder. Certes, amputé de Chet Holmgren, de Shai Gilgeous-Alexander, mais encore liste est longue, hein. ouais, encore une fois, Thunder s'est plutôt bien battu avec un Jalen Williams qui m'a régalé. C'était Chris Webber mixé avec Dirk Nowitzki. Mais finalement, les Pistons s'imposent dans une fin de match bien maîtrisée par Cade Cunningham avec ses 29 points et ses 13 passes. En ce moment, c'est cool de regarder les matchs des Pistons. Hein. Ouais, absolument. Ils ont quand même là, ils sont sur une série où ils affrontent que des contenders des deux conférences et ils s'en sortent plutôt bien. On était resté sur la défaite frustrante face à San Antonio, tous ensemble, et donc ils avaient l'autre meilleure équipe de la ligue, la meilleure équipe de la ligue avec le meilleur bilan, c'est le Thunder, qui, tu as commencé à en parler, mais il n'y a pas Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Hartenstein et Chet Holmgren. Ils ont quand même fait un match. Ah, Et pas un petit match. Non, ils ont fait un vrai Ils match. nous ont sorti, encore une fois, défensivement top niveau. Ils se sont offert un money time. Dans un autre monde, ils auraient pu gagner, pardon. On avait un Jared McCain tout à fait à son avantage avec ses 20 points. Mais là où tu soulignes encore une fois l'importance de Cade Cunningham, dans les grands moments, c'est dans les mains de Cade Cunningham que les Pistons feront une grande saison ou des grands playoffs. Voilà. Alors, pardon Arthur, tu voulais... Ouais, tu veux dire un avoir- truc, tu veux préciser un truc? Non, je voulais enchaîner après, mais j'aimerais avoir l'avis d'Arthur sur le Non, Thunder amputé mais qui taffe, et puis les Pistons qui retrouvent la victoire. Ouais, c'est une équipe qui a des. Enfin, le Thunder, c'est une équipe qui a des ressources de ouf. Jalen Williams qui fait, je crois, son record en carrière, il met 29 ou 30 points, alors qu'en plus, il se blesse à un moment pendant le match. Voilà, c'est une équipe, on sait, ils draftent hyper bien. Ils ont énormément de ressources. Le banc est plus que fourni. Et c'est une équipe qui a beaucoup de confiance. Donc là, en l'occurrence, ils perdent parce que T3, ça reste quand même une superbe équipe. Mais on parle très peu du Thunder en ce moment avec les blessés, avec la montée en compétence des Spurs, etc. La montée en puissance des Spurs. Mais voilà, il ne faut pas les oublier, ils sont hardcore encore. Et c'est une bonne... Là où je te rejoins, c'est que, évidemment, on espère qu'ils seront au complet pour défendre leur titre. Hein, c'est la première des choses avant les playoffs. Mais en fait, il faut savoir dire bravo à des équipes qui sont autant amputées et qui produisent des bons matchs comme ça. Qui compete. Ben ouais, Alex Caruso s'il n'est pas là, je l'ai pas truc. Aaron Wiggins a été magnifique hier, donc ils arrivent toujours à trouver des mecs. Après Cason Wallace, Isaiah Joe est très bon en ce moment Isaiah aussi. Joe aussi. Cason Wallace avait été excellent il y a quelques jours. Ils arrivent toujours à trouver des ressources pour continuer à avoir des standings de défense de très haut niveau et des mecs qui pop. Et on a eu cette discussion une nouvelle fois dans Clutch hier, t'étais pas là, mais on avait déjà eu cette discussion ensemble, où on parlait de Chet Holmgren, qu'on aimerait qu'il soit un peu plus au scoring, etc. Bah, en fait, il y a d'autres mecs qui sont capables de step up de manière épisodique ou sur des périodes un petit peu plus longues pour offrir des bons matchs. Alors certes, c'est une défaite, mais vous avez vu, c'est bizarre, là on est en train de parler d'équipe qui s'est fait battre hier. Alors que finalement, on devrait saucer les Pistons. Mais quelque part. alors, on va y aller sur les Pistons, mais c'est pour ça que c'est la manière. Perdre, tu perds. Bah, bien sûr. Il y a le fond. Contre meilleur en plus. Voilà, là, tu vois. il y a le contenu, le fond et la forme. Heureusement que les analyses d'un match, c'est pas juste « Oh, t'as gagné, bravo, t'as perdu, nul ».
Donc, et je trouve que le contenu du Thunder est très bon en ce moment. Ce qu'ils ont fait, la victoire d'aller gagner à Toronto, c'est compliqué. Dans le contenu, pareil. Il y a une âme, et je trouve que c'est toujours très bon signe pour une équipe championne en titre, quand il te manque autant de leaders, de produire ce que tu produis. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas AJ Mitchell aussi. Et la bonne nouvelle, c'est que Nico Lisson aussi. Et Nico Lisson, c'est incroyable. Attends, là, on parle. J'ai cité combien? J'ai cité là, les gars, 6 mecs. Ouais, il y a 4 mecs du 5 majeur et 2 mecs du banc. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Nikola Topic enchaîne des matchs aussi. Ouais. Avec l'histoire incroyable. On espère qu'il sera au niveau pendant ses playoffs. On le verra. T'as vu que quand Dennis Schroeder a voulu l'embrouiller, puis ici, il a dit ah, ma bad. Ma bad, ouais. En même temps, le gars, il a eu un cancer, il s'en sort et il est sur les terrains NBA. Donc c'est cool de voir ce joueur. C'est un grand talent européen. Ouais, j'espère que pour Topic, on lui laissera le temps. Enfin, moi je le vois, il est hors de forme, même physiquement ou autre, ça se voit. Bon, on va pas il a des excuses, mais j'espère qu'il aura l'occasion avec la période avec beaucoup de blessés de pouvoir reprendre un peu de confiance et reprendre du temps de jeu, quoi. On a pas mal parlé du Thunder. Next au pitch, du coup, on va parler un peu plus des Pistons. On a parlé de Cade Cunningham, on a fait une très bonne vidéo lundi sur Cade Cunningham justement. Hier soir, il y en a un qui a dominé, qui a profité de nombreuses absences, notamment à l'intérieur du Thunder. C'est Jalen Duren qui a fait un énorme chantier hier soir. 29 points, 15 rebonds, 1 contre, des pourcentages magnifiques. Et vous voyez un Détroit qui a marqué 70 points dans la raquette. Arthur, on t'a peu entendu sur Jalen Duren quand on en a parlé. Tu n'étais pas là. C'est quand même un pivot qui est en train de s'installer parmi le gratin des intérieurs de NBA. Ouais, et je pense qu'il a encore beaucoup de marge de progression. Il a fait qu'une année à la fac. Il est hyper jeune, je crois, quand il arrive en NBA. Memphis, Memphis, exactement. C'était 1-0 pour moi. Memphis Tigers. C'était le plus jeune joueur NBA en 2022 quand il arrive. Et en fait, moi, ce qui me rassure, c'est ce gars-là, c'est que tu vois, il a passé des caps, que ça soit au niveau du temps de jeu, au niveau des points, etc. Mais il continue toujours à rester sur ses valeurs, à savoir combattre et aller au rebond offensif. C'est un des gars qui prend le plus de rebonds offensifs de la NBA, et des fois tu peux un peu t'embourgeoiser et ça passe par un petit peu moins de combat, un petit peu moins de dureté, et lui absolument pas. Il continue à prendre de la maturité physique, à prendre de la maturité au niveau du jeu, et honnêtement, moi si l'année prochaine il fait une saison où il progresse encore en moyenne de points, 22, 23, voire 24 points, ça va être plus qu'un super lieutenant pour Cade. C'est un vrai one-two punch. Oklahoma State, un partout. Non. Oklahoma. Non. Tu parles de qui? Bah, ok, d'accord. Je pensais que tu étais resté sur. Elle va être très longue. Elle va être terrible. il vient de dire Memphis, le mec. Non, c'est oui, bon, non, c'est mais bon, d'accord. c'est Mais bon. Donc, j'ai un point. Chaque fois qu'on va citer un joueur dans c'est un l'émission, on nouveau va jeu. dire la fin. C'est un nouveau jeu. Après, je vois vos têtes, je pense que je peux gagner aujourd'hui. hein. Ils ne sont pas prêts à jouer au Kelfac. Tom, c'est quoi ces grands axes de production, de progression à Jalen Duren? On le voit par moments, il s'impose physiquement. Il y a peu de gens capables de s'opposer physiquement à lui. On voit des fois qu'il est encore un petit peu frustre, et en même temps, il développe un petit peu un mid-range qui devient de plus en plus fiable. C'est un joueur qui a dû toucher, et c'est ça qui est bluffant avec ces joueurs NBA, c'est que c'est d'abord tu parlais de leur physicalité, il est féroce. Ce gars-là, il est très tanké, etc. Mais ils ajoutent tous un peu de toucher avec des petits paniers à mi-distance. Bah, c'est justement ça, c'est là-dessus qu'il devrait un petit peu bosser. Bon, il n'y avait pas Isaiah Hartenstein, mais s'il arrive à développer un semblant de petit tir, ça peut être un tir drop ou autre, à 3-4 mètres et être vraiment, être très efficace sur le pick and roll et sur les petites passes comme ça, que ce soit sur la ligne de fond ou autour de la raquette, tout de suite, ça va devenir une autre dimension de joueur. Mais en fait, il est juste dans ce qu'on espère d'un complément d'un gars comme Cade. Et puis exactement, c'est ça, c'est que quand tu es un pivot comme ça avec toutes ces qualités et que ton meneur de jeu, c'est Cade Cunningham, je me dis que les Pistons, ils ont cet axe 1-5 qui te permet de... Après, pour construire, qu'une fois que tu as ça, pour moi, ça reste facile. Alors, c'est un peu à l'ancienne, mais je reste persuadé que quand tu as un meneur All-Star, potentiel MVP, avec un pivot comme ça, le reste devient plus facile dans la construction. Tu viens de dire pour la construction, est-ce qu'aujourd'hui, Détroit, c'est une équipe en fonction de la conférence Est où là ils doivent capitaliser tout de suite plutôt que construire. Et moi c'est un petit peu le doute que j'ai pour cette équipe, c'est que Cade est hyper fort à la création. Pour moi il manque une deuxième personne pour pouvoir le suppléer s'ils veulent aller dès cette année très 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 loin. Tu viens de un troisième gars très fort parce que un deuxième gars à la création pour être derrière Cade. Donc pourquoi donc en fait c'est ça, c'est que cette équipe là autour de Cade et Jalen Duren elle est forte aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'elle sera championne NBA? Ce serait une surprise. Ça serait une surprise, oui. Mais on sait, en tout cas finaliste, on va le répéter, qu'il y a toujours cette fenêtre qui est ouverte pour beaucoup d'équipes à l'Est. Mais si cette équipe un jour doit être championne, j'ai envie d'y croire,
c'est pas l'équipe définitive, donc Voilà, elle c'est ça. donc elle est encore en construction alors, ou en finalisation si tu préfères. Ok, bah, On ça est me d'accord va. là-dessus. On est bon, on est Voilà, choisir le choix des mots, le choix lexical. la sémantique. Et on rappelle que Jalen Duren n'a toujours pas prolongé et que ça a été un sujet l'année dernière. On verra à quelle hauteur il va être rétribué. Les Pistons, peut-être, auraient dû faire les choses un peu mieux. Il a refusé une première fois, apparemment, Jalen Duren. Quand t'as un mec comme ça, en général, il vaut mieux lui envoyer le max avec ce qu'ils envoient. Ah bah, j'espère qu'ils vont lui envoyer du max J'espère maintenant. aussi, hein. Regarde, son impact, il est all-star, le mec. Tiens, puisque tu parles de prendre le max, il y en a un toute sa carrière, il a su prendre le max, alors pas en playoff, mais quand il signe les contrats. C'est James Harden qui revit un petit peu, qui continue à être très très bon du côté des Cavs. On va voir les stats tout à l'heure. Le problème de James Harden, c'est que face aux Knicks, il s'est fracturé. Alors, il s'est fracturé le pouce droit, vu qu'il est quasi ultra gaucher. Mais du coup, c'est quand même une petite toile pour les Cavs. Quoique, il va pas se faire opérer, Tom. Ouais, il va pas se faire opérer et il va continuer cette saison. Alors, hier, il y avait un match et il était out. Donovan Mitchell aussi était out. Ils ont perdu contre d'ailleurs, Milwaukee. Ouais. Ils ont perdu, il n'y avait pas leurs deux stars. Bon, il y avait personne sur le terrain, en fait, dans ce match-là, que je ne conseille pas de regarder, du coup. Il n'empêche que James Harden, c'est un petit coup d'arrêt. C'est-à-dire qu'on se souvient de Kobe qui jouait avec son gros truc, là. Il est champion NBA avec un doigt cassé. Mais bon, il y en a combien des mecs qui arrivent à jouer au basket avec un doigt cassé, même si c'est sur leur main faible. Donc moi, je trouve que c'est un point d'interrogation. On verra comment sa blessure évolue. Parce que je me dis aussi toujours, les adversaires, ils savent que tu as une petite faiblesse sur un doigt. Et à tout moment, un Draymond Green, je sais pas, quel joueur... comment ça... Draymond Green, s'il le joue en playoff, c'est en finale et ça m'étonnerait que les Warriors... Avant ça, il y a 25 matchs avant les playoffs. Non, comment il s'appelle notre gars de Phoenix, là, qui est capable à tout moment de faire Dylan Brooks. Non, Grayson Allen. Grayson Allen, ouais, On clairement. connaît les oiseaux qui sont capables de mettre un petit coup et aggraver la blessure. Donc voilà, c'est tout ça à prendre en compte. Ça reste une bonne nouvelle en tout cas. C'est vrai que Arthur, quand on lit les articles ce matin, on dit il a une fracture du pouce, mais là ça n'a pas bougé et il va pas se faire opérer. Il va jouer, c'est cool. Frère, jouer avec une fracture à la main, moi ça me paraît complètement fou. Ouais, moi ça me paraît bizarre. Donc écoute, on va voir les prochains matchs, un petit peu comment ça va se passer. Après, c'est un gars qui a toujours joué avec des blessures durant toute sa carrière, hein, des petites blessures par-ci par-là. À chaque fois, on savait pas, il était en une day blessure to day, musculaire, etc. une fracture, pour moi c'est un autre game. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est sur sa main droite. Écoute, à voir. Hein, s'ils ont été optimistes dès le départ, voilà. Oui, après, oui. sur tout ce qui est dribble, protection du corps, gestion de son corps en mouvement, c'est un gars qui a l'habitude. Et en fait, je pense qu'on va très vite être fixé sur comment ça va se passer. Par contre, faut pas que ça soit une excuse pour lui le jour où il commence à se chier dessus en playoff pour dire mon non, pouce. j'ai mal au pouce. Il va dribbler comme Bob Cousy du coup. Bob Cousy, il se faisait pas de fracture. Hein. Non mais Bob Cousy, il me régale dans ses dribbles fous aux mains droites. Là, ça me fait tellement rire. Entre son mi-temps à EDF et les Celtics, parce C'est qu'on Jerry qui le les dit. appelait les électriciens. Donc, Les plombiers. les plombiers, c'est vrai. Bah, ça marche avec électricien. Allez, on va du côté d'Atlanta. On va pas parler de Zachary Rizaché, on l'a assez fait. On va parler de Jonathan Kuminga, qui lui a donc été tradé, on le sait, du côté maintenant de la Géorgie. Et Jonathan Kuminga, il a fait ses débuts avec les Hawks. Il s'est pas fait prier, notre ami. 27 points, 7 rebonds, 4 passes en 24 minutes, 9 sur 12. Et il est content, Jonathan Kuminga, de retrouver un petit peu de la confiance, du sourire. Voilà ce qu'il a déclaré après son premier match sous le maillot des Hawks. Je me sens bien, c'est une nouvelle équipe. Juste le fait d'avoir ses coachs et ses coéquipiers qui ont cru en moi, ils m'ont dit, vas-y, reste toi-même. J'avais tellement de gens qui me répétaient à l'oreille d'être moi-même. Ce n'est que du basket. Voilà, Jonathan Kuminga qui relativise. Il a juste envie de jouer au basket, pépère. Moi, dans un vieux match, ne le regardez pas non plus ce match. Le Washington-Atlanta, c'était l'angoisse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a repris, qu'on retrouve toutes ses qualités de slasher. Il a été même plutôt adroit. Et c'est vrai qu'on retrouve un gars qui joue avec le smile. Il n'y a rien de pire que de voir... Mais oui, il n'y a rien de pire que de voir les gars qui sont enfermés dans des environnements pas propices à kiffer. Voilà, donc là, voilà. Éclate-toi, mon grand, et on verra ce que donnera l'avenir de la franchise des Hawks. C'est un joueur que t'aimes bien, toi, Jonathan Kuminga, qui était un peu bridé, en tout cas, avec Steve Kerr. Ouais. C'est un mec qu'on a envie de voir enfin s'épanouir et voir son total potentiel. Ouais, on a envie de voir quel joueur ça peut être, tout simplement. Il y avait trop de doutes, il était trop emprisonné, alors de sa faute ou pas, mais le contexte à Golden State était trop compliqué. Et là, la déclaration, ils ont cru en moi. Quand tu sors ça dès ta deuxième phrase sur l'interview, c'est pas anodin. Donc voilà, à voir. Après, là, le match, il reste relativement exceptionnel. Il shoot à 75%. Ça sera pas comme ça tout le temps. Mais voilà, écoute, hâte de voir la suite pour lui. La suite aussi pour d'autres, c'est le retour, de Dejounte Murray. On se souvient 13 mois. 13 mois sans jouer au basket pour Dejounte Murray, qui s'était fait le tendon d'Achille. C'est un joueur qu'on aime bien, qu'on avait découvert avec les Spurs, ensuite passé avec les Hawks. C'est un joueur qui a des vraies qualités. C'est un vrai meneur d'hommes, un vrai leader, un vrai two-way player. Et on est content de le revoir du côté des Pelicans. Il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles cette année du côté des Pelicans. Celle-là, c'en est une. Mais surtout que retour de notre ami Dejounte Murray, retour d'une victoire, surtout, contre les Warriors. Il a été bon à son niveau. Il a joué 25 minutes, donc peut-être des restrictions, mais visiblement, il a pu
quand même s'installer dans ce match-là. Donc, moi, je suis quand même ravi de retrouver un meneur All-Star qui, sur le papier, aurait été parfait avec Zion. D'ailleurs, Zion a été bon dans ce match-là aussi. Donc voilà, c'est des bonnes nouvelles pour les Pelicans. On les a vus dans les vestiaires, on les a vus dans les vestiaires, les checker, on a vu un Zion, on a vu des visages souriants. Bah, il est quand même arrivé pour faire step up l'équipe et il s'est pété direct le Mais mec. Voilà. Arthur, quand on regarde le roster des Pelicans, ouais. Bah, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. Ouais. c'est pas les Nets, quoi. C'est une équipe de play-in. C'est pas les Nets. C'est une équipe de play-in. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que en plus, c'est pas une équipe qui a intérêt à perdre dans le sens où ils n'ont pas leur tour de draft pour les prochaines années. Donc c'était hyper surprenant. D'autant plus que cette année, Zion joue, enchaîne les matchs et est plutôt bon. Ils sont plutôt des bons joueurs avec Trey Murphy, etc. 23, Ils sont juste nazes. Hein. C'est juste que cette année, ils sont Ils ont nuls. enchaîné combien là 23-25 matchs d'affilée, Zion? Oui, mais c'est son record en carrière. son record en carrière. Il a joué 4 matchs d'affilée, je crois, c'est son record en carrière. Quelque chose comme ça. Donc, ouais, écoute, surprenant. Mais bon, si Dejounte Murray revient, qu'il arrive à trouver un peu de rythme, je sais pas si on retrouvera le Murray aussi saignant et aussi fort défensivement qu'on avait pu voir au niveau des Spurs et Atlanta. Mais en tout cas, c'est clairement une bonne nouvelle. Et à voir pour la suite. Mais il y a tellement un marasme autour de cette franchise depuis des années que ça reste quand même un peu compliqué. Ouais, déplace-les à Vegas, là, quand on s'emmerde plus. Très bien. Voilà. Ils sont contents, les gens de la De Nouvelle-Orléans. ouais. En plus, c'est le carnaval en ce moment et j'ai vu des vidéos. Ça a l'air très sympa. Hein. Ah oui. Ah ouais, oh, la vache, je pense que ça a l'air. Je veux dire, là, les vidéos que j'ai vues, c'était particulièrement. Ça donnait vraiment envie, quoi. Marcher avec les colliers, tout ça. Ah ouais, tout, les gens qui très parlent bien. français avec un accent. Puis les boissons avec les pailles, très bien. Mais ouais. Les jus fait maison. Ouais, tout ça, voilà, c'est exactement. très bien. Allez, on va faire un petit French Corner. On va s'intéresser à Killian Hayes et Ryan Rupert, terrible. On va commencer avec Killian Hayes, qui est du côté des Kings, qui a fait ses 2 premiers matchs. Alors, il a eu 11 minutes de temps de jeu sur le premier, 20 minutes sur le deuxième. Maladroit, Killian Hayes. Il est dans la passe, mais bon, pour l'instant, il n'a pas vraiment marqué les esprits pour ces 2 premiers matchs du côté des Kings, Arthur. Ouais, clairement, les gars, la NBA, on le sait, hein, c'est une question d'opportunité, notamment lorsque tu signes des 10-day contracts. Il était largement au-dessus de la G-League. Là, il va falloir que sur le peu de matchs qui lui reste, en tout cas sur son premier contrat, il va falloir qu'il soit un peu plus impactant. Il est dans une franchise qui est nulle. Là, tous les matchs, c'est des essais, en fait. Ah ouais, là, tous les matchs, c'est des essais. Et bon, c'est bien, il prend des tirs, mais il va falloir que au moins statistiquement, ça se reflète un petit peu plus. Après, les choix de tirs, c'est ce qu'il fait, c'est du Killian Hayes. Mais là, il faut un peu plus d'efficacité. Il y en a un qui est efficace, par contre, c'est Ryan Rupert, plutôt dans son registre aussi, du côté des Memphis Grizzlies. 26 minutes, puis 24 minutes, 10 points et 8 points, une belle présence au rebond. Voilà, Ryan fait du Ryan, hein. De toute façon, on va pas lui demander de faire ce qu'il sait pas faire, mais toujours, on lui donne du temps de jeu, et lui, pour le coup, il se signale. Ouais, puis Memphis, ça a l'air d'être un bon environnement pour lui. Mine de rien, on parlait de Two-Way tout à l'heure pour Dejounte Murray, lui aussi, il est capable. C'est un gars qui est intelligent sur le terrain. C'est un mec qui est plutôt all-around, et ça se ressent d'ailleurs dans ses statistiques sur ces 2 matchs. Franchement, avec Tuioma Cizalo, j'espère, je lui souhaite vraiment qu'il arrive à signer jusqu'à la fin de la saison, parce que là, il démontre qu'il a les qualités pour être dans la rotation des Grizzlies. C'est le genre de joueur que Isalo kiffe, oui, clairement. Après, pour moi, si Rupert veut rester en NBA, il va falloir qu'il trouve de la constance derrière la ligne à 3 points. Ça, c'est sûr. Et vraiment, s'il arrive à faire ça, il pourra se projeter au moins sur du moyen terme. Mais bon, pareil, une nouvelle fois, c'est tellement concurrentiel qu'il va falloir qu'il fasse ses preuves. Écoute, avec Tuioma Cizalo, en tout cas, on verra un coach européen. On sait qu'il a plutôt une fibre avec les joueurs français. Justement, on va rester avec les joueurs français. On va parler de la plus belle des équipes. L'équipe de France, ce week-end, on la retrouve, notre équipe de France, dès demain, à 18h, en Hongrie, à Szombathely. Les Français vont dans un bon bourbier face à la Hongrie. Il faudra gagner absolument. On va retrouver tous nos copains en bleu, avec notamment Sylvain Francisco, qui est en train de réaliser une saison d'Euroleague monumentale. C'est 2 matchs très, très importants pour assurer une qualification pour la Coupe du Monde 2027 qui se jouera au Qatar. Est-ce que Vezenkov joue avec la Hongrie ? Pas que je sache. Okay. Non, je sais pas. Ok. Je pense pas. Tu vois, les mecs de l'Olympiakos. N'oubliez pas qu'il y a une journée d'Euroleague en même temps là, ce vendredi, et donc nos gars vont arriver entre les 2 matchs. Donc, ok. Mais je peux vérifier. Attends, je crois que Vesenkov, il risque pas de jouer avec la Hongrie, puisqu'il joue avec la Bulgarie. Il est bulgare. Putain, merde, désolé. Allez, bon, allez. Ça fait 1-0, ça fait -2 sur le. -2 En fait, je me dis, mais attends. C'est vrai qu'il joue en vert. Ah ouais, j'étais Non, c'est Adam. Mokoka. Non, Adam, tu sais, qui était au Barça, au Real. Tismé, là. Qui est à Badalone, là. Adam Manga. Qu'est-ce que je vieillis. Putain. Profitez, c'est ma dernière saison. Je suis au bout. Adam Manga, je l'ai vu jouer 1000 fois. Je l'ai même battu 13-0 à 1 contre 1. Sûrement, oui. Donc, on va rester avec l'équipe de France garçon. On va mettre un peu de lumière sur l'interview qu'a donné Bilal Koulibaly à notre copain, le Bougmelo, photographe et donc journaliste aussi. Le Bougmelo, c'est celui qui m'avait suivi l'année dernière quand j'étais allé
du côté des États-Unis à Los Angeles et à Vegas. Il a fait une super interview pour le Athlete Mag, à retrouver donc Bilal Koulibaly qui se livre évidemment sur son parcours de joueur, mais pas que. Il nous parle de ses origines maliennes, de la manière dont il s'est construit aussi, lui qui a été formé du côté de Courbevoie. Donc voilà, une très bonne interview avec des très belles photos de Bilal Koulibaly. C'est à retrouver sur Internet, sur Athlete Mag. Allez suivre ça, c'est toujours intéressant d'avoir des nouvelles de Bilal. On reste avec l'équipe de France, mais cette fois-ci on bascule chez les filles puisqu'est tombée la liste. Vous savez que les filles, à partir du 11 mars, à l'Astrobal, elles vont disputer elles aussi des qualifs pour la Coupe du Monde qui aura lieu en septembre 2026. Regardez la liste, les amis. Tom, je te laisse la prendre. Il n'y a rien à jeter. Pauline Astier, Roman Berniès, Laïla Lacan, Valérie Nayahi, Marine Johannes, Janelle Salin, Minia Touré, Gabi Williams, mais tout le monde est là, Mariam Badiab, Aminata Gay, Dominique Malonga et Iliana Rupert. Mais c'est une tête d'équipe qui va au JO, ça, non? Ça, c'est pas une tête d'équipe. On est très contents. Bah on est très contents parce qu'on sait que chez les filles, il y a eu trop de débats. Qui vient pas, pourquoi, comment. Le départ de Dominique Malonga pour le 3-3 alors qu'elle est signée au Fener. Il y avait... Là, on est... Voilà. Oh, là, j'ai vu la liste, j'ai fait... on est content. On est content pour les filles d'aimer. Elles vont arriver au complet pour une échéance importante. Ça va être cool de voir cette équipe de France au complet qu'on n'avait pas vu au complet depuis cette finale perdue. Donc voilà, bravo, à part Marine Fotoux qui est blessée, mais elle sera chez First Team. Donc elle peut pas tout faire. Évidemment. Mais donc voilà, on est très content de voir les filles au complet et ça sera important pour elles d'assurer donc les billets pour aller à la Coupe du Monde 2026. Tu vas regarder un petit peu, Arthur ? Évidemment. J'espère bien. Vous le savez, NordVPN est aussi notre partenaire. Si vous êtes à l'étranger et que vous voulez suivre des émissions que vous ne pouvez pas voir, ça peut se passer comme ça. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN et c'est pas la première fois qu'on en parle. En même temps, on continue de l'utiliser au quotidien pour pouvoir regarder des émissions de basket aux États-Unis, géobloquées ici. Thomas, lui, préfère l'utiliser pour des séries Netflix dispo sur la plateforme seulement à l'étranger. Mais surtout, NordVPN, c'est pas juste un VPN. Il y a la protection anti-menace qui reste active même si tu n'as pas de connexion VPN. Parfait pour bloquer les sites malveillants ou encore les trackers web et publicités intrusives. Il y a aussi toute la protection de tes mots de passe avec NordPass qui te génère des mots de passe uniques pour chacun de tes comptes en les gardant en sécurité. Et c'est pareil pour tes coordonnées bancaires. En plus, s'il y a une fuite de tes données sur un site, tu es directement alerté. Et puis NordVPN reste le VPN le plus sûr du marché. Tu peux l'utiliser sur 10 appareils en simultané. En plus, il y a une offre exceptionnelle en ce moment avec le lien dans la description. Tu peux profiter de 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans. Profites-en et n'oublie pas, tu es satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours avec une assistance client disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, je vais corriger un peu, c'est Athleta Mag, pour retrouver l'interview de Bilal Koulibaly, Athleta Mag. Voilà, vous n'allez pas, comme ça, je vous fais gagner du temps sur vos recherches. Allez, on va essayer d'en gagner du temps, justement, parce qu'on va parler des Lakers. Faut-il s'inquiéter pour les Lakers, épisode 145. C'est chelou un petit peu en ce moment chez les Lakers. 4 défaites sur les 6 derniers matchs. L'équipe de Luka Doncic et LeBron James glisse gentiment vers le play-in. Ils sont actuellement en 6e de la conférence Est, mais Phoenix est 7e à seulement 2 matchs. On va revenir quand même sur leur dernière défaite. C'était à domicile face au Orlando Magic. Un match très disputé qui s'est joué dans les dernières minutes où on a vu Wendell Carter Jr. mettre ce tir de la gagne et envoyer le Magic gagner 110-109. Paolo Banchero, c'est accessoire. Enfin, accessoire pour les Lakers, mais pas pour le Magic, a été très très bon. Ça va un peu mieux pour l'Italo-américain, donc on en reparlera certainement un petit peu plus tard. Cette défaite, c'est une défaite, Thomas, oui. Mais elle s'est jouée quand même sur une dernière action qui a fait beaucoup parler, et cette action, on va la revoir. C'est Luka Doncic qui a la balle sur une remontée. Bon, là, on se dit que normalement, il va la jouer, il la joue pas, le spacing est dramatique. Et donc, finalement, on a l'impression, et à commencer par ses propres coéquipiers, que Luka allait jouer. LeBron, il n'est pas du tout prêt à recevoir la balle. Il est dans un espace où il ne doit pas être non plus. Et finalement, on rappelle qu'ils sont menés que d'1 point. Donc, il a le droit d'aller peut-être provoquer autre chose. Il prend ce tir quasiment immétable. Et finalement, les Lakers vont s'incliner. On va aller d'abord sur les déclats après le match. Et après, je vais vous lancer là-dessus. Voilà ce qu'a déclaré LeBron James. Il faudrait demander à Luka... ce qu'il a vu sur l'action. Pour moi, il avait un bon tir. Quand il m'a donné la balle, j'étais en déséquilibre. Faux. Je trouve qu'il avait une très bonne opportunité. Ok, ce à quoi Luka a répondu. Je savais que j'étais démarqué, mais j'étais un peu loin. Comment, Luka ? J'ai essayé de prendre un dribble pour me rapprocher. Je n'aurais pas dû. Je ne voulais pas perdre le ballon et on n'avait plus de temps mort. Les gars, on peut perdre sur des dernières processions, sur des tirs un peu casse-croûte. Est-ce que entre Luka qui
finalement joue contre ce qu'il est, c'est-à-dire de ne pas prendre ce tir, il est loin, on en a vu le mettre beaucoup plus, donner à la balle à LeBron qui ne s'y attend pas, qui n'est pas dans le bon espace, et ces espèces de déclarations d'après-match, où on a vu aussi J.J. Redick. En fait, il y avait une balle de match à jouer, des matchs importants à gagner, et on a l'impression que finalement, personne ne savait ce qu'il devait faire. Écoute, pour moi, c'est une action anodine, mais qui peut-être veut dire beaucoup plus, et c'est des choses qu'on pourra discuter, je pense, dans plusieurs mois. Ce qui est sûr, c'est que Luka, pour donner un peu de contexte, Luka, il fait pas un bon match. Il a 8-24, bel hommage à Kobe au tir. Bon, dernièrement, il a un tir plutôt ouvert, à 2 mètres de la ligne. Il reste 6 secondes. On peut se poser la question de est-ce que c'est le bon tir qu'il faut prendre quand il y a un point d'écart? S'il avait tiré à ce moment-là, qu'il avait raté, on aurait dit, bah voilà, il a 8-27 et c'était pas un bon tir. Donc voilà. Il se retrouve derrière à faire un premier mauvais choix, un deuxième mauvais choix en donnant la balle à LeBron, qui fait un troisième mauvais choix avec ce tir qui a pas lieu d'être. Franchement, faire un fade-away à 45, je dis pas qu'il est pas capable de le mettre, mais maintenant qu'il a 41 ans, vous avez vu la trajectoire de la balle. C'est-à-dire qu'elle a aucune chance de rentrer. Donc il y a de la frustration. Après, ces déclarations d'après-match, tu me diras ce que t'en penses, Arthur. Moi, je pense que, de toute façon, on voit bien dans leurs attitudes, ils en ont tellement rien à faire. Ils s'en foutent. LeBron, il s'en fout de gagner ou perdre. Et Luka, il s'en fout de gagner ou perdre. Donc, c'est des déclarations un peu, tu vois, oui, il aurait pu faire ça. C'est ultra détaché. On aurait dit Raymond Domenech, en fait. T'es ultra détaché de ce qui se passe. Moi, j'aurais aimé qu'ils disent, ouais, franchement, on a chié, ça arrive. La prochaine fois, on fera mieux. Voilà. Et LeBron, la prochaine fois, je serais prêt à recevoir la balle. J'aurais préféré avoir ça. Là, c'est juste 2 superstars qui, dans un match de saison régulière perdu, bon, passent à autre chose dans le meilleur des cas. Écoute, moi, je suis pas sûr que s'il avait tiré, on aurait dit, il avait un vieux pourcentage et il aurait raté un nouveau tir. Ça reste Luka. On sait que c'est un joueur qui est particulièrement clutch, qui n'a pas peur de prendre des tirs comme ça. Pour une fois, en plus, DeAndre Ayton pose un superbe écran. Après, il devrait peut-être diver histoire que de pas ramener son défenseur et qui ait un peu plus de spacing. Donc voilà, Luka ne le sent peut-être tout simplement pas. Et après aussi, on va pas se mentir, t'es dans une équipe où t'as LeBron James qui est à côté de toi, un des meilleurs joueurs de l'histoire. Quand tu vois qu'il est proche de toi, que t'as pas forcément la bonne fenêtre de tir, bon, s'il y a bien un joueur à qui tu as envie de faire la passe, c'est peut-être LeBron. LeBron, après, le temps a un petit peu coulé. Je pense qu'il prend son tir. Ça aurait été difficile qu'il aille au panier parce que t'as pas forcément exactement le chrono en tête, même si on sait que c'est une machine. Voilà, Luka a eu la balle quelques instants dans les mains. Donc je pense que, en fait, c'est un petit peu anodin, il y a eu un peu de maladresse, etc. Et honnêtement, Erwan, même pour les déclarations d'après-match, je vois pas de pic, je vois pas de... Ils ont juste parlé de l'action. Ils ont juste parlé de l'action. Et comme dit Thomas, j'ai l'impression qu'ils s'en tapent en fait. Après, de toute façon, connaissant l'un et l'autre, oui, moi, sans parler de pic, je les trouve... Comme dit Thomas, très détaché. Alors, on aurait pu faire une palette sur cette dernière. Moi, tu me dis, c'est pas grave, ils sont pas compris. Moi, c'était les Lakers. Il y a Luka Doncic et LeBron James dans ton équipe, et ta dernière possession, c'est un truc avec un spacing dramatique. On sait pas vraiment ce qu'a dessiné J.J. Redick, et finalement, tu te retrouves avec un tir kata, et surtout, j'ai l'impression que cette équipe-là, elle est menée d'1 point à domicile, et que, quoi qu'il arrive, la seule option, c'est de trouver un tir à 3 points. Je trouve que moi, j'ai pas envie de rendre ça... Si ça avait été un tir, tu rates. Mais je trouve que dans la manière de penser, dans la manière de gérer cette dernière possession, ça peut soulever certains soucis dans cette équipe-là, de se dire, lui, il fait son truc là, bon, ben voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'alchimie collective. Je les sens pas connectés. Ouais, mais en fait, là, pour moi, c'est juste le basket actuel qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Sur une remise en jeu en touche, généralement, on va récupérer la balle derrière la ligne à 3 points. Et quand tu as un joueur comme Luka, moi, je suis coach, je m'occupe juste de faire en sorte qu'il puisse avoir le ballon dans des bonnes conditions avec un bon démarquage. Et après, je vais pas commencer à dire DeAndre Ayton, tu fais un ice, tu fais une coupe de l'autre côté. Je le laisse jouer en isolation. C'est la force de Luka. T'as un des meilleurs joueurs, et un des plus coachs. Je vois pas ce que tu peux faire de plus. Là, il est pas en iso. Là, il reçoit un ballon à peu près dans le elbow. Il va dribbler vers 45 où LeBron est à 45. Le spacing est catastrophique. Pour moi, LeBron, il aurait dû bouger après sa passe. Mais c'est pas un truc. Attends, après sa place. Mais là, il sort d'un temps mort. Il fait quoi, J.J. Redick Non, mais moi, je peux pas. Pépère, là. Moi, c'est pas une histoire de coaching, là. Là, t'as Luka, LeBron. LeBron, il fait la passe, donc tu sais que c'est Luka qui va avoir la balle. Il est démarqué. Hop, pour moi, le coach a fait son taf. Si tu commences à
à donner des consignes aux joueurs pour qu'ils puissent va à main droite, va à main gauche. Non. Tu sais que c'est de l'instinct et pour moi, tu as fait ton taf lorsque tu es Riddick. Moi je suis désolé, alors Thomas, donne-moi ton avis, moi je suis coach, imaginons que je suis coach, sur un temps mort, je dis ok, je veux Luka en ISO ou je veux Luka sur un pic avec DeAndre Ayton. Je veux dire, les trois autres, vous allez à l'opposé. Il n'y a pas besoin de réinventer le truc. Ça, on est sûr qu'il a pas dit en vrai. Peut-être, je sais pas, mais alors dans ce cas-là... Non, là on essaie de... Enfin, je comprends sur JJ Redick, etc. Je pense là on dévie un peu le débat. Oui. C'est juste non, je l'ai dit tout à l'heure, 3 mauvais choix de 2 des meilleurs joueurs de l'histoire. En fait, c'est la réalité d'un match sur 82. Si tu me dis que ça se répète sur 4 ou 5 matchs sur la fin de la saison, je trouve qu'on pourra commencer à en tirer quelque chose. Moi, ce qui m'embête plus, c'est la série de défaites sur les derniers matchs. On va y arriver. C'est que, non, mais tu vois, là, c'est une action dans une saison. On va y arriver. Oui, non, très mal joué. Je suis pas tout à fait d'accord parce que quand tu arrives à fin février, que tu as quand même un vécu collectif, ce genre de truc-là, tu dois savoir qui fait quoi, tu dois avoir au moins la remise en jeu avec un play où tout le monde est à son poste. C'est pas le cas. Oui, sauf que la réalité des Lakers, c'est que sur les 3 premiers mois de compétition, ils étaient la meilleure équipe dans le clutch. C'était la meilleure équipe, c'est-à-dire qu'ils étaient à 100% de victoire. Je sais pas, il y avait les débuts de saison où 90% des équipes sont pas prêtes et donc c'est pour ça que je dis que je dis pas que c'est pas important. Okay. Je dis que on va pas faire 20 minutes sur une action anodine d'un match de saison régulière des Lakers contre le Magic. On va faire 20 minutes. Il y a beaucoup plus intéressant à dire sur ce qui est en train de se passer chez les Lakers. J'y arrive, hein. On va faire 20 minutes donc quand même sur les Lakers. C'est-à-dire que tu parlais de ce côté détaché, tu parlais d'attitude des Lakers. Justement, parle-moi de cette saison-là où tu dis qu'elle avait plutôt bien commencé et finalement on a l'impression que petit à petit, sans qu'il y ait de grandes séries de défaites, même là s'il y en a 4 en 6 matchs, on voit que le bilan est plutôt ok, même si on pourrait espérer un petit peu plus quant à LeBron James, Reeves qui est beaucoup blessé, Ayton et Luka dans ton équipe, mais sans dire que ça soit le feu, il y a une espèce de trucs qui flottent en l'air en disant ça sent un peu la merde. Tu vois, ce qui est fou, c'est que l'année dernière, les Lakers font 50 victoires avec la première saison de JJ Redick et qu'ils se sont tous retrouvés autour d'une défense un peu de cœur. Alors, Luka est arrivé en cours de route et c'est pas Luka qui va mettre ni du cœur ni de la défense dans une équipe. Il va amener beaucoup d'autres choses, mais on connaît ses défauts à Luka. Et le truc de cette saison, c'est que ils n'ont jamais retrouvé ce semblant d'alchimie collective. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas gagné des matchs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans les clutches, ils ont tellement de talent sur le terrain qu'en fait, ils sont capables de gagner des matchs. Ils seront toujours capables de gagner un match ici ou là, même dans des bonnes soirées. Le problème, c'est que ils ont fait parfois des séries de victoires, parfois des séries de défaites, et qu'ils n'ont jamais réussi à gagner des gros matchs. Voire, ils se font détruire dans les matchs que tout le monde regarde. Là, sur les 4 défaites, c'est des grosses équipes. C'est des grosses équipes. Et ils n'arrivent pas à passer ce cap. On avait parlé contre OKC, on avait parlé contre Boston. Là, ils ont fait une statue pour Pat Riley. Le match, il est minable à la deuxième mi-temps, mais c'est la honte ultime. Donc le problème de cette équipe, c'est qu'ils n'arrivent pas à se retrouver, j'ai l'impression, autour d'un semblant de projet commun. On va parler peut-être de la structure de l'équipe, on va parler des attitudes des uns et des autres, on va parler de JJ Redick, mais malheureusement, pour l'instant, il n'y a rien qui te donne un peu d'espoir quant à avril et les playoffs pour refaire un run. Ouais, bah écoute, je suis complètement d'accord. Si on voulait un espèce de projet défensif ou, je sais pas, une trame, des éléments, ils n'ont pas les joueurs pour. Tout simplement, ils n'ont pas les joueurs pour. Si on pense à identité défensive, on va ressortir un joueur par-ci, un joueur par-là. Mais lorsqu'on pense aux 3 principaux joueurs et en 4e, si tu ajoutes Ayton, c'est des gars pour qui aujourd'hui la défense n'est pas une priorité. Ils ne pensent pas à ça. Quand ils rentrent dans le match, c'est dommage de jouer au basket du coup. Et donc c'est compliqué. Et donc ça, c'est d'un côté du terrain. Et de l'autre côté, on a 3 gars qui ont besoin d'avoir la balle, qui ont un gros temps de jeu, qui ont des habiletés au niveau du scoring. Et pareil, une nouvelle fois, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est une équipe qui a, mine de rien, un bon bilan parce qu'ils ont 3 joueurs qui sont exceptionnels. Ils sont capables de pouvoir faire des runs. Luka joue à un niveau exceptionnel, pareil pour Reeves quand il est sur le terrain. Mais aujourd'hui, si on sépare l'attaque et la défense, je ne vois aucun signal positif pour le court terme et le moyen terme. Quand il y a un an, avant qu'on aille sur du cas par cas, j'aimerais qu'on aille sur ce one-two punch qui n'existe pas finalement entre Luka et LeBron James. Quand ils arrivent il y a un an, on se dit, bon, c'est 2 joueurs all-around qui savent faire tout sur un terrain. On se dit, on était curieux de voir comment les deux, ils allaient développer quelque chose. Un an après, ensemble sur le terrain, ils n'ont rien développé. Ils jouent comme une équipe de scrimmage, chacun son tour. Est-ce qu'on n'est pas un peu déçu de ça quand on connaît le QI de ces deux joueurs-là? Il y a eu un petit peu de politesse quand Luka est arrivé au début, on s'en souvient. Puis finalement, on a l'impression que chacun fait un peu sa vie. Ouais, si, il y a un peu de déception parce que quand tu vois l'effectif sur le papier, on peut imaginer qu'à 100% du potentiel, tu fasses une grande saison. Et c'est pas le cas. Le truc du basket, c'est que même si ils font chacun une bonne saison, on va dire ça comme ça, le problème, c'est que quand t'es aussi nul au rebond, quand t'es aussi nul au contre,
je te parle de nul, quand t'es dans le top 3 des pires équipes dans ces stats-là, en fait, tu peux rien espérer. C'est-à-dire que Luka, il est tellement dans une attitude de je préfère me disputer avec les arbitres plutôt que donner de l'énergie défensive à mon équipe, qu'en fait, on peut même pas imaginer des liens entre les gens, tu vois, vu que les ingrédients sont pas bons. Tu veux faire une ratatouille, t'as pas de légumes. Bon courage, gros. Hein. Non, mais bon courage. Donc, c'est aussi ça, la réalité, c'est leurs attitudes. J'imaginais la scène, là. Ouais, tu voyais. Hein, c'est relou. Hein. Qu'est-ce que tu fais, du coup Une tarte aux poires. Mais non, mais oui, mais... T'as des fruits. Tout à fait. Donc, voilà, c'est ça le problème, c'est que on va faire du cas par cas, voilà, mais cette équipe manque cruellement d'un truc essentiel pour être une bonne équipe, c'est à un moment donné, on se retrouve sur le projet commun, on va défendre, on va courir, on va se régaler, on va jouer avec le sourire. Marcus Smart tente d'amener ça, c'est le seul qui t'amène un peu cette hargne, et c'est pas pour rien qu'il est dans le 5 majeur, parce qu'ils lui font confiance, parce qu'il a de l'expérience, qu'il a été bon sur des matchs, mais en fait c'est le seul qui amène ça. Ouais, non, mais c'est terrible. Clairement, mais c'est terrible. Hein. C'est terrible. Et une nouvelle fois, ils vont s'en sortir parce qu'il y a quand même du talent, ils sont capables de fulgurance, ils jouent contre des équipes des fois qui sont nulles, mais voilà, moi je sais pas, dans un objectif playoff là, en fait pour moi ils sont à leur place, ils sont 6e là. Si j'ai regardé le classement, les 5 équipes qui sont au-dessus, si elles jouent en confrontation directe en playoff, je les vois perdre, et les équipes qui sont en dessous, je les vois, il y a un match où ils ont une chance. Sauf Minnesota, hein. Sauf Minnesota, c'est 4-1. Est-ce que c'est une équipe pour vous qui en l'état actuel peut passer un tour de playoff? Et après, tu sais, les saisons, tu sais jamais. Moi, j'ai l'impression qu'avec les Lakers, déjà, on va prendre cette stat de 2 victoires, 9 défaites contre les équipes top 3 de leur conférence. Moi, j'ai l'impression qu'avec les Lakers, on sait ce qu'ils font, on sait ce qu'ils font pas, et on sait ce qu'ils ne feront pas. Bah oui, en fait, par rapport à l'année dernière, alors ils ont rajouté DeAndre Ayton. C'est joli. Il est mignon. Hier, il fait un gros match. Mais il a pas oublié le supplément. Mais hier, c'est clair. Voilà, t'as raison. Hier, il est complètement oublié alors qu'il fait un bête de match parce qu'on est que dans la périphérie, dans du prendre des tirs de fou à 3 points avec des mecs alors qu'on en oublie. Je trouve que ça manque quand même. On va aller aussi sur JJ Redick qui commence un peu à m'agacer, à toujours trouver des excuses à tout, en tout cas en conférence de presse. Mais en fait, quel est le grand changement par rapport à l'année dernière? Quand ils perdent l'année dernière face à Minnesota, on se dit, ok, il manque ci, il manque ça, ils jouent à 5, ils sont pas plus. Oui. Mais finalement, j'ai l'impression que DeAndre Ayton est arrivé, cool. Mais est-ce qu'elle a fondamentalement changé cette équipe? Est-ce qu'elle a comblé les lacunes qu'elle avait l'année dernière? Non. Absolument pas. L'année dernière, sur les playoffs, on arrivait à trouver des explications en se disant Luka est arrivé en étant blessé, ils n'ont pas encore toute cette connexion avec LeBron, et effectivement, il manque un pivot. Franchement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et effectivement, si je disais pour Minnesota qui est classé derrière eux, oui, effectivement, Minnesota, je les vois favoris face aux Lakers s'ils se jouent. Mais en fait, voilà, il n'y a pas cette alchimie, il n'y a aucune base, et c'est uniquement sur du talent. Alors, après, oui, on peut trouver des excuses. LeBron, il a 41 ans, tu vas pas lui demander de défendre. Oui, c'est vrai. Luka, il a jamais défendu et il met ses 35 points par match. Oui, c'est vrai, sauf que là, maintenant, au bout d'un moment, on a envie, avec cette équipe-là en début de saison, qu'ils aillent un petit peu plus loin. Donc oui, il y a beaucoup de déceptions, mais il y a aussi des explications. On a vu avec Doncic sur la première partie de sa carrière avec Dallas, qu'on lui laissait faire beaucoup de choses. Ça n'a pas été simple de trouver la bonne équipe pour l'emmener jusqu'en finale. Mais ils allaient quand même déjà en finale de conf et tout. Certes. Ah ouais, mais ça compte. Oui, ça compte. Mais tu passes des tours de playoff. Il a toujours passé des tours de playoff. Là où je voulais en venir, c'est qu'il y avait une patience à Dallas avec des meilleurs résultats communs. Il était plus jeune. Moi, t'as raison. Aux Lakers, il y aura moins de patience. Si cette année, les Lakers ne passent pas un tour de playoff, avec Luka Doncic, qui, encore une fois, quand il arrive, on se dit, bon, les Lakers, ils en ont pour 10 ans, maintenant, il va falloir construire. Parlez-moi un petit peu de votre ressenti sur, finalement, cette équipe des Lakers qui est redevenue ce qu'était l'équipe des Mavs avec Luka, c'est-à-dire un mec trop fort, qui score, qui est indéfendable, qui est insupportable avec les arbitres, qui ne défend pas. En fait, j'ai l'impression qu'on retrouve les mêmes problématiques qu'il y avait à Dallas et les mêmes qualités qu'il y avait à Dallas. Non, en fait, tant que LeBron est là, on pourra pas dire Luka, les Lakers et tout ça. Tant que LeBron est là, tant que LeBron est aussi bon soit-il, All-Star, son aura, son truc, tant qu'il est là, qu'il ne défend pas, en fait, tu pourras pas passer la page. On a tous espéré à un moment donné, oui, c'est vrai qu'il y a une alchimie, mais en fait, LeBron, il est plus du tout en mode je veux gagner des matchs de basket. Il est sur une autre timeline. Les deux sont des timelines différentes. Moi, t'as vu? Je pensais pas que c'était à ce point-là. Vraiment, on savait pas. Ah non, moi, je savais. On s'est menti peut-être. Moi, vous savez que l'amour que je porte pour LeBron, tu es mon gars. Mais tu vois, si je me mets du côté Lakers, ouais, il y a un des gros problèmes, c'est sur l'équilibre du jeu et le fait que tu es un gars qui soit aussi
contraignant, aussi important et qui ne soit pas aux attentes. Je vais pas dire les attentes parce qu'on n'a pas d'attente. Plutôt, tu veux dire. Mais du reste, non? Moi, c'est mais plutôt ça qui n'est m'embête. pas dans une timeline par rapport à l'équipe. Aujourd'hui, l'équipe, quand t'as Luka, t'as envie qu'il gagne. Tout le monde dit que oui, Luka, en venant, il a 10 ans pour les Lakers. Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est un gars qui, dans 7-8 ans, sera à très haut niveau. Clairement, j'en suis pas sûr. Donc, pour moi, Parce que son hygiène de vie. Parce que son hygiène, Oui, pas son parce que hygiène de vie, lui-même, parce que son son physique, corps, son parce que physique. son corps, parce que C'est son pas corps, un tu vois. athlète plus. C'est pas un athlète. Alors oui, il s'en sortira et tout, mais je vais pas dire qu'il a commencé un déclin, c'est pas vrai. Mais bon, voilà, je suis pas sûr qu'il joue encore 8 ans Alors, à très en haut fait, niveau. là, on arrive quand même, parce que tu as raison, mine de rien, la saison prochaine, Luka va commencer sa deuxième saison pleine avec les Lakers. Il a plus 23 ans, Luka, Clairement. quelque part. Donc, il va falloir que les Lakers commencent à penser titre autour de Luka. Donc, la première chose à faire, on est d'accord, c'est que l'année prochaine, LeBron, même s'il y a eu quelques rumeurs en disant que l'année prochaine, il pourrait potentiellement revenir. Ils l'ont dit. S'il veut, il revient, le mec. Donc, pour la 4e saison. Est-ce qu'on est d'accord que l'année prochaine, le premier truc à faire pour les Lakers pour mieux entourer Luka, c'est de dire LeBron, merci chef, va ailleurs. Ouais, mais là, on en revient toujours à nous, nos avis, ils sont toujours sportifs. La NBA, est-ce que c'est toujours le sportif qui prévaut? Chez les Lakers, j'ai quand même l'impression que Mais la non. gagne a toujours été au centre des choses. Mais la gagne, bien sûr. Là, c'était une équipe pour gagner, tu vas au bout, t'es les Lakers. Mais le business, il est bon, les mecs. Ou si tu gardes LeBron, Ah, ça sort de la police. ou que si tu gardes LeBron, il y ait un choix clair sur son utilisation qui soit fait aujourd'hui lorsque les Pas comme ça, en tout cas. les trois démarrent sur le terrain. pour moi, Il y a un souci, il faudrait. Il est incoachable. Aujourd'hui, le dire, écoute, tu vas être troisième option, on va te faire jouer sur ça, c'est trop dur. Pour moi, il a atteint un statut. Et Non, mais il est incoachable. Alors c'est bien qu'on parle de LeBron, puisqu'il y a une stat qui est quand même à charge sur papy. Et vous allez la voir, Thomas, c'est que quand LeBron est sur le terrain, les Lakers, ils sont clairement moins bons. Ouais, surtout quand il y a Austin Reeves et Luka qui peuvent jouer. Regardez, à gauche, et lorsqu'ils sont tous les trois sur le terrain, ils sont à -7 de net rating. Donc en gros, ils encaissent. Moins 8 même. Hein. Ouais, -8. Ils sont même, t'as raison, ils sont à -8. Donc sur 100 possessions, ils encaissent 8 points de plus qu'ils ne mettent de points. Incroyable. Et lorsqu'il est sur le banc, mais que Luka et Austin Reeves sont sur le terrain, ils sont à +18. Donc, de toute façon, tous ceux qui regardent les matchs n'ont pas besoin de ces stats pour voir à quel point aussi incroyable ait été LeBron James, il n'est plus ce joueur-là. Et donc, t'es obligé de le coacher. Et là, tu as entièrement raison en disant, tu peux pas le coacher. Parce que JJ Redick est très proche, qu'il doit sa place à la tête des Lakers, parce que c'est le pote de LeBron, on le sait tous maintenant, et que quand vous êtes LeBron James, vous êtes obligé, enfin, quand vous l'avez dans l'équipe, vous êtes obligé de le faire jouer. Voilà, ça fait partie du folklore de la NBA. Personne ne mettra jamais LeBron sur le banc à 15 minutes de temps de jeu. On est tous d'accord. Ouais, j'ai un truc qui est important de dire, c'est qu'Austin Reeves est en fin de contrat cet été. Tout à fait, bien sûr. Mais de toute façon, il se passe beaucoup de choses. Alors, Austin Reeves fait une super saison. Il est quand même à 25 points par match. Alors, il a raté beaucoup de games, malheureusement. Mais quand même. Voilà, il a 25 points par match. Il est excellent quand il est la première option. Il est excellent quand il joue avec Luka. Et il est un peu low-key, comme lors des playoffs l'année dernière, lorsqu'il y a LeBron et il y a Luka Doncic. Donc, qu'est-ce que tu vas faire de lui? Ils ne l'ont pas transféré. C'était l'une des grandes questions de la trade deadline. Ils l'ont pas transféré parce qu'ils croient qu'il peut continuer sa progression et être un super lieutenant de Luka. C'est une question qu'on peut se poser. Admettons qu'on est tous plutôt d'accord. Oui, dans un monde, oui, pourquoi pas. Sur un terrain en pente, Voilà, sur dans une équipe offensive de foot US, oui. Sur un terrain en pente, on y va à fond. Hein. Mais après, Arthur, on le voit en playoff, à la fin, dans les money time, qui font gagner des matchs importants. Et c'est pas que des matchs 6 ou 7, c'est des matchs 3, 4 à l'extérieur quand tu fais des coups. Bien sûr. On sait que les money time de playoff, c'est qui défend sur qui, vas-y, hop, écran, on switch, et là, on sait qu'Austin Reeves et Luka sont ciblés de manière terrible. Est-ce que tu crois, toi, à ce duo Austin Reeves-Luka pour ramener les Lakers haut dans la hiérarchie de la conférence Ouest? Donc dans une configuration où LeBron serait sur le banc ou il ne serait plus avec les À Lakers la retraite. À la retraite. Ben, à toi de me dire. Cleveland, c'est pareil. Non. À toi de me dire. Non, À mais- la retraite. Non, il y a plein de choses, effectivement. Je pense que quand tu as LeBron, aujourd'hui, peu importe son âge, à partir du moment où il est engagé pour jouer, c'est très difficile de le mettre sur le banc, ça ne fonctionne pas, ça mettrait une pression trop importante sur l'ensemble de l'équipe. Et aujourd'hui, c'est clairement une limite, hein, ça fait quelques années même, et je suis le premier à le déplorer. Donc si LeBron était ailleurs, ou si tu arrivais et qu'il acceptait un rôle un petit peu différent, bon, j'y crois pas tellement. Après, pour répondre à ta question, ouais, Reeves et Doncic, si tu arrives aujourd'hui en NBA avec des profils hyper spécifiques à pouvoir entourer cette équipe, je pense que c'est une équipe qui peut performer grave. Des grands athlètes, des super shooters, une équipe qui est complètement dédiée à leur playmaking, bah oui, ça peut marcher. Hein. Trouvez-moi- ça peut marcher. Non, mais Trouvez-moi un vrai tonton, un bon Ouais, non, mais tonton protecteur de franchement, cercle. tu Ils parlais en des sont Mavs. pas qu'à ça, ils en sont pas qu'à ça, hein, il leur faut plus. Hein. C'est pour ça que le Mavs, c'est un super exemple. Alors, Kyrie n'est pas Austin Reeves.
Vraiment, je dissocie les deux. Kyrie, on l'a vu être capable de défendre, mettre de l'énergie dans les grands moments de playoff. Il y a absolument rien à dire. On l'a vu donner un titre. Hein. Non, mais je sais, sauf qu'Austin Reeves, souvenez-vous quand il va en finale de conf, franchement, ce qu'il fait en termes de cœur et de leadership, je compare pas les deux, mais ça, tu peux te projeter sur. Austin Reeves, il a pour lui de. Alors, c'est un piètre défenseur, mais il a du cœur. Mais oui, et c'est le débat. Mais donc, les Mavs, là où c'est intéressant, c'est que ils ont Kyrie, ils ont Luka, et autour, ils ont quoi? Mais ils ont des pivots, 3 pivots de top niveau. Ils ont que des athlètes, que des élites qui défendent, tous les mecs qui font les basses besognes, des mecs qui mettent des tirs importants, etc. En fait, c'est ça la construction que tu dois avoir pour les Lakers. C'est la seule construction possible. Voilà. On est d'accord. Pour l'instant, ils n'ont pas beaucoup de mecs comme ça. Et les Lakers, ils ont quand même la chance d'avoir Luka et d'avoir vu ce que certains ont pu faire et où ça a amené Luka. Il est pas fou, Pelinka, de toute façon. Je pense qu'il attend juste. C'est juste que tant qu'il y a LeBron, donc on a bloqué. Le problème, c'est qu'on a l'impression que LeBron bloque, déjà contractuellement, bloque dans le jeu le coach. Certains joueurs aussi. Non, mais c'est quand même. C'est un cac bloqueur. C'est pas que lui le problème. Non, pas du tout. L'équipe dans tous les cas. Même si regarde, même si demain LeBron il est pas là ou je sais pas, malheureusement il se blesse. T'as vu l'équipe, il y a des faiblesses de ouf. Qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que tu remplaces à la place? Oui. Non, mais Arthur, on n'est pas là pour dire. 52 millions. Qu'est-ce que t'as en face? On n'est pas là pour dire que LeBron. C'est la faute de LeBron. Que LeBron est terminé. Mais en fait, ce qui est compliqué avec LeBron, c'est pas son niveau de jeu. C'est ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire un intouchable. C'est-à-dire que moi, je suis persuadé. Aujourd'hui, JJ Redick, j'ai du mal à savoir ce qu'il a dans le bide vraiment pour être un grand coach ou un coach moyen. Je sais pas, j'arrive pas à savoir parce que pour moi, le fait qu'il coach LeBron et Thomas l'a dit et qu'il doive sa place à LeBron, je sais pas ce qu'il peut tenter comme coup. Le seul truc que je l'ai vu faire, c'est dire ok, on va jouer small ball à 5 sur une deuxième mi-temps en playoff. Bon, c'est un peu limité. Donc, je pense que même Luka. Je sais pas s'il arrive à avoir l'impact dans le vestiaire qu'il pourrait avoir si LeBron est là. Il s'entend très bien avec JJ Redick, ça, il n'y a pas de doute. Oui, certes, mais je pense que quand tu as une icône, une montagne comme ça de ce sport qui est dans une fin de carrière et qui gère plus sa fin de carrière à lui, plutôt que tu parlais de timeline, elle est archi intéressante. Et je pense que mon argument pour te rejoindre là-dessus, c'est que la timeline de LeBron, pour que tu comprennes peut-être mieux ce que je veux dire, elle bloque peut-être les autres timelines des joueurs qui est plus sportif que LeBron. Clairement, moi, le seul but, c'est de 45 000 points, de toute façon. Bah alors ça, je sais pas, l'autre fois, tu m'as dit ça. Oui, c'est ça. Moi, je pense, il a passé les 43 000, il était content. Bah alors, ouais, je pense qu'il est content que c'est par son rapport but. à ça. Mais il va rajouter une saison pour arriver à 45, tu vois. Là, moi, ce qui me frustre beaucoup sur LeBron, c'est, en fait, pour toi, pour ton équipe, pour tout le monde, annonce ta décision. Est-ce que tu arrêtes cette année? Est-ce que tu arrêtes l'année prochaine? Lui, il va dire qu'il sait pas et tout. Évidemment qu'il sait, mais je comprends pas pourquoi il ne le dit pas. Ça libérerait tellement de choses, franchement. Attention, tu dis quoi? Parce qu'on sait qu'il va jouer. Enfin, je suis désolé. T'es sûr que l'année prochaine, il va jouer? Bah, je suis sûr et certain, les gars. Sinon, mais lui, il va pas faire le tour, lui, il va pas tirer à tout le monde. Donc, LeBron, moi, ça, je reste persuadé que LeBron annoncera sa fin de carrière sur un début de saison pour se faire son circus. Il a raison. Et qu'il le fasse à Cleveland l'année prochaine. Voilà, avec James Harden, Donovan Mitchell, là, ils seront bien dans l'Ohio, là. Alors, ils vont se tirer les coudes. On a beaucoup prend Bronny aussi pour tout le monde, là. On a beaucoup parlé du terrain, mais il se passe quand même des choses aussi en coulisses. Notamment, on sait qu'il y a eu la vente des Lakers. Aujourd'hui, le propriétaire, c'est Mark Walter, pas Mark Wahlberg, hein, Mark Walter. Mark Wahlberg, il est plus du côté de Boston. Tout à fait. Bien sûr, ça c'est méga. On va prendre une petite déclat de Ginny Buss, qui elle la fille donc de Dr Buss, qui va rester pendant 5 ans au sein de la franchise quand même pour donner quelques indications. Elle a dit ce qui était important pour mon père, c'était que les Lakers restent au sommet. Mais pour rester au sommet, vous avez besoin de ressources. C'est ce qu'il aurait souhaité pour les Lakers. Mes frères et sœurs étaient tous impliqués dans cette décision de vendre. Ça c'est un miracle hein, chez les boss que tout le monde soit d'accord. Cette décision était la meilleure pour nous 6. Oui, ils prennent 500 millions chacun, donc oui, c'est une bonne. Prennent 500 millions Part chacun. du gâteau pour souffler les bougies, il faut avoir du souffle. Hein. En même temps, Papy Buss, il a fait le choix le plus extraordinaire en s'endettant sur 3 générations et en achetant les Lakers. Ça donne la plus grande franchise de tous les temps. Et ils ont réussi à vendre la moitié de la franchise valorisée à 10 milliards. Donc bravo à eux. Ce qui est intéressant, c'est que Mac Walter, proche de Magic. Mac Walter, on dirait le film de Mac Walter, de Mr. V de ouf. Il est déjà propriétaire des Dodgers. Donc là, il vient de mettre il y a du changement du coup, un nouveau président. Tu sais qui était proprio des Dodgers avant Mac Walter, je crois? Non. C'était le président de l'OM. Ah non, t'as raison, bien sûr, c'est McCourt. Franck McCourt, t'as raison. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, bien sûr. Donc là, les Lakers, ils viennent de mettre à leur tête un nouveau président. Un nouveau président qui a dit que Rob Pelinka était toujours le bon mec. Parce que l'année dernière, n'oubliez pas que Rob Pelinka, après Luka, il a pris le chèque. On l'a prolongé fort.
ils se connaissent depuis longtemps, etc. Parce que lui, c'était l'ancien président des Dodgers. Donc, il arrive pour faire la transition et donc donner un nouveau cap. Donc, la question qu'il va se poser à un moment donné, c'est est-ce que le cap, compris la famille Buss, Rob Pelinka, LeBron, est-ce que ce sera toujours la même vision qu'ils ont pour les Lakers dès l'année prochaine? Et donc, le fait que LeBron soit toujours en place ou non. Parce Donc, qu'on c'est a une vraie question. Hein. Oui, mais c'est une vraie question. Et on a vu que les caps peuvent changer, même dans des équipes historiques. On a vu avec Boston. Boston, ils ont tout changé en un an. Les nouveaux propos, ils sont arrivés, ils ont dit oula, t'en vois le salary cap? Ils ont envoyé Giro l'idée. Bon, le fait est que Boston bosse tellement bien qu'ils arrivent toujours à avoir une équipe compétitive, mais on sait que les caps avec des nouveaux propriétaires peuvent changer, et c'est bien que finalement des mecs qui ont installé la vision comme Pelinka restent en place pour l'instant. Ouais, pour l'instant, Pelinka, il a fait son job. Il est très apprécié à LA. C'est normal qu'il reste. Après, si tu dois tout changer, j'espère qu'ils auront le bon sens de le faire à l'intersaison. Voilà, à la fin d'une saison sportive pour se projeter sur la suite. Clairement. Hein, parce qu'on connaît les Lakers. Ah, j'ai pas dit, mais Magic. Magic, vous connaissez, bien sûr. Non. Tantôt joueur, tantôt... je sais pas pourquoi je dis tantôt, c'est incroyable de dire tantôt à haute voix. Québécois fort. Parfois joueur, puis entraîneur, puis rejoueur, puis dirigeant. Puis dirigeant, conseiller spécial. Là, il redevient conseiller. Il va conseiller la franchise sans avoir un statut particulier. Magic est toujours là. Il est toujours là. Mais ça, tu sais que moi, je me pose toujours la question quand t'es conseiller, mais officieux du truc, à un moment donné... Qu'est-ce que tu fais? Non, mais combien tu touches surtout? Beaucoup. Oui, c'est pas genre, ah, vas-y, appelle-moi de temps en temps, je te donne des conseils. C'est à un moment donné, c'est genre, non, mais je donne des conseils. Je suis sûr qu'il y a un papier pour dire, je vais toucher tant, et je peux te dire... Quand j'ai été conseiller spécial, etc., j'imagine qu'il y avait je peux te dire que c'est pas un SMIC. On vous a demandé, comme chaque semaine dans les commentaires, que doivent changer les Lakers, et on a le Fab 020 485 qui nous a répondu, laisser partir LeBron faire son farewell tour pour mieux entourer Doncic. Le problème, ce n'est pas le niveau de LeBron, mais le fait qu'il prend trop de cap, ce qui bloque tous les moves pouvant permettre d'aller chercher du talent. Alors, on sait qu'il est en fin de contrat, LeBron. Hein. Manu, arrêtez de baser leur système de jeu sur playmaker shooter, sans même évoquer la défense ou Ayton. Il n'y a aucun role player à part Smart, 3 playmakers bons en offense et une flopée de shooters qu'on ne voit jamais ou presque rien faire d'autre. Rui, Laravia, Kennard. Ok. Et Jack, devinette joueur, pourquoi pas. PTDR. J'adore quand on commence les trucs par PTDR. Et sûrement un bac littéraire. PTDR, à partir du moment où ça n'a pas bougé à la trade deadline, fin. Sinon, faire sortir Reeves du banc, tout simplement. Et à la fin de la saison, bye bye LeBron. On est plutôt tous d'accord pour dire que le cas LeBron en fin de saison va être très important à gérer. Et en fait, c'est surtout lui dire Kiki, merci pour tout, au revoir. Si c'est possible. C'est lui qui décide, c'est lui qui a les cartes en main, les gars. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, en fait? Ouais, clairement. Ginny a dit, tu viens faire l'année 24, hein. Encore un hommage à Kobe, tu vois. Il est en quoi? Il est en player option, hein? Non. Il est en fin de contrat. Il a pris la player option. Il est en player option. Et donc, il est vraiment fin de contrat. Exactement. Mais c'est pas pour autant qu'il va pas revenir. Et sachant que ce gars-là ne prendra jamais le minimum, à part, je pense, à Cleveland. Et encore. Même à Cleveland. Hein. Et encore. On va regarder les codes Wina pour voir si... vous allez voir comment les Lakers sont descendus dans la hiérarchie pour les codes pour rejoindre la finale de la conférence Ouest. Regarde Thomas, les Lakers, Minnesota est passé devant, alors qu'au classement, Minnesota est derrière pour l'instant. Ouais, mais tant mieux. À un moment donné, la hype des grosses équipes comme les Lakers n'est absolument pas méritée. Donc, OKC grand favori 1,75. Denver 4,25. San Antonio continue de grappiller 6,50. Houston est à 15, Minnesota est à 17, et c'est bien logique que les Lakers soient seulement à 23. Ne mettez surtout pas votre argent sur les Lakers. Voilà. Très bien. Allez, on a fait le tour sur les Lakers, ça faisait longtemps, mais ça fait surtout longtemps qu'on n'a pas parlé en bien ou en se projetant sur un titre des Lakers. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des Lakers. Depuis 2019. Depuis l'arrivée de AD, en fait. Hein. Depuis 2019. Ça commence à remonter, ouais. T'es jeune, hein. Ah ouais, vache. Que dis-tu? Allez, on va aller sur la palette d'un mec qui est pas bon à inviter au restaurant. C'est Donovan Clegan. On aime bien voir arriver des jeunes pivots basket qui sentent le jeu. Et Donovan Clegan, avec les Portland Trail Blazers, il fait une très très bonne saison. Notre ami, on va voir Thomas en palette toute sa gamme de jeux. Ouais, absolument, allons-y. C'est quand même des pivots à la fois à l'ancienne, mais aussi moderne. Ce qui est quand même, normalement, totalement paradoxal. On va regarder cette première action, il y en a toujours 4. On va commencer avec de la défense, bien sûr. Le grand, regardez, il est long de Donovan Clegan. On retourne dans ce début de match, là, c'est contre les Houston Rockets, avec Rich Shepard et Clint Capella qui sont sur un pick and roll très très loin.
Défense logique pour un grand babar, on est en drop coverage, on va évidemment pas lui demander d'être plus haut, sinon il va se faire prendre de vitesse. Mais regardez, mine de rien, ça va être intéressant avec ses énormes jambes de voir ses déplacements. Déjà là, c'est bien joué, parce que Richie Part, il est dans le bon espace pour jouer le pick and roll, pour jouer pour lui-même. Il va même faire cette bonne passe pour le Suisse Clint Capella. Mais regardez l'enchaînement entre la transition d'état, on pourrait dire, même si on reste en défense, entre je défends sur Richie Part et je retourne impacter ce bon vieux Clint. Il fait pas faute. Eh ben, duel de babar, là, bien sûr, il fait 125 kilos, c'est bien de le préciser. Mais il va pas sauter bêtement. C'est ça qui est intéressant. Il va utiliser son envergure pour aller faire ce beau contre. On aime quand les grands ne se font pas avoir sur des feintes à 2 balles, Arthur. Oui, clairement. Et puis surtout, je pense qu'il n'a pas la verticalité pour aller directement sur le premier saut. Donc écoute, il attend tranquillement et gentiment le deuxième. Mais l'un des challenges pour Donovan Clingan, pour s'imposer en NBA, au-delà de son talent, c'est d'être capable de défendre les pick and roll. On sait que tous les grands qu'on avait arrivés en NBA qui n'étaient pas capables sur des drop coverage ou sur des pas latéraux de faire un peu des efforts pour réussir à défendre et que ça soit pas chaque fois un trou noir, eh ben c'est des mecs qui n'arrivaient pas à s'installer. Et lui, quelque part, c'était l'une des questions qu'on avait quand il a été drafté. Aujourd'hui, on a une réponse. Ouais, c'est qu'il est capable d'être un défenseur correct, voire un peu plus sur des séquences pick and roll. Et ça, c'est ultra important. Ce que tu viens de dire, c'est un peu le théorème Boban-Marjanovic, c'est-à-dire que c'est un énorme talent, il est de très grande taille, il n'y a rien à dire. Quand il est sur le terrain, il fait des différences, mais en défense, il pénalise trop son équipe. Allez, deuxième action, on y va pour celui Bel exemple. Bravo, tu m'as régalé. Celui qui est passé, c'est mon métier. Celui qui est passé par Yukon, évidemment, ça fait 2 points pour moi dans cette émission. Ça, c'est la bonne nouvelle. On va sur ces matchs face à Salt Lake City, face au Jazz d'Utah, n'importe quoi. À Salt Lake City, je voulais dire. Et on va donc suivre son bon déplacement. Regardez, dans la défense du Jazz, là, c'est limite une zone, hein, vu comment ils sont tous placés. Nos gars, c'est clairement une zone d'ailleurs, avec Ace Bailey qui va se faire avoir sur cette petite passe. Et regardez son déplacement. Et quand on parle de QI, à un moment donné, c'est aussi d'arriver à se resituer sans faire n'importe quoi. Regardez la bonne passe D qui va arriver dans les mains du grand Clingan. Ouais, quand t'es allé à l'opposé comme ça, tu joues un peu au con, j'y vais pas. Vas-y, hein, laisse le tir à 3 points dans le corner, hein, c'est pas grave. Regardez la petite prise de position là, et la différence de taille gigantesque entre lui et c'est Isaiah Coley, je crois, qui est en défense. Et on va pouvoir suivre cette fin d'action. Moi, j'aime bien quand les grands font des trucs de grands. Il n'y a pas besoin de rajouter des trucs. Un bon lay-up, tranquille, facile. Moi, je trouve que c'est la lecture de « Ok, il y a les petits qui viennent, la première intention sur la passe, elle n'est pas faite. » Alors, on dit souvent que c'est le dribbleur qui souvent à ouvrir l'angle. Là, on voit que par son déplacement, c'est lui qui va ouvrir l'angle de passe et qui a senti le mismatch. Je trouve beaucoup de patience, dans cette attaque-là. Alors, c'est un joueur qui va pas vite. Et du coup, c'est par sa lecture et sa patience. Il y a un peu de Jokic dans son déplacement, tu vois. Les mots sont lancés. Non, mais dans le déplacement, à bout d'un moment, c'est bon. Ça va, on parle pas. Je te rappelle qu'il joue avec le Jokic chinois. Donc peut-être qu'il s'en fait les tirs. On parle pas des éjaculateurs précoces. On peut. Donc, dans son déplacement, il est juste parce qu'il a compris qu'il avait un mismatch. La première intention de passe, ok, je vais me déplacer là, j'aurai la balle. Une fois qu'il a la balle, il a un mismatch, il marque 2 points. Facile, efficace. Voilà. Allez, va sur la troisième action. Parce que je parlais justement du fait que ce soit un pivot à l'ancienne. Et là, les 2 premières actions, c'est un peu les trucs de pivot à l'ancienne. Mais cette action-là, ça peut l'amener à être un vrai joueur, l'un des meilleurs peut-être sur son poste. Je l'ai même pas dit tout à l'heure, mais il est le 3e meilleur rebondeur de toute la NBA. Donc ça vous montre déjà, après une seule saison et demie en NBA, à quel point il est impactant. On suit cette action-là, il va faire ce petit jeu à 2 face à la défense des Boston Celtics avec Shannon Sharp. Regardez, moi j'adore ces pivots-là qui sont là, ils sont capables soit de faire la bonne lecture, parce que ton défenseur il anticipe un peu trop, donc il y a une bonne passe, même voire une passe à l'eau pour un athlète comme Shannon Sharp. Mais si la défense vous donne 25 mètres pour envoyer à 3 points. J'aime bien déjà quand les gars regardent le cercle et quand ils sont capables de shooter à 3 points. Ça peut changer clairement son avenir en NBA, Arthur. Ouais, clairement. Et puis surtout, là, on voit qu'il n'est pas scouté parce que le défenseur est vraiment hyper bas sur la position. Il se pose pas de questions, il est en confiance. C'est un risque en début de carrière lorsque tu n'es pas identifié comme shooter de prendre ces tirs-là. Quand tu commences à les mettre, tu as la confiance, tu as le scouting qui vient avec. Et puis après, tu peux faire de grandes choses. L'année dernière, on a vu un match entre Portland et Brooklyn. C'était évidemment un match très très difficile à suivre, mais on a surtout pu regarder Donovan Clingan à la mi-temps. C'était le premier joueur qui était revenu
du vestiaire. Et la première chose qu'il a faite, c'est pas se réchauffer, faire des loops et tout, il s'est mis à 45 et bam, il a envoyé. Bon, il avait pas tiré dans le match à 3 points de mémoire, mais ça montre à quel point c'est un truc qu'il essaie de perfectionner. Et on se fait une dernière action avec le grand pivot des Portland Trail Blazers. Regardez, cette fois-ci, on est dans une fin de match. Il y a un écart, bien sûr. C'est contre Cleveland. Et là, on aime. Là, tu parlais de Jokic et là, ça a du sens, Erwan, dans le sens où le gars est un bon passeur aussi, c'est un vrai bon basketteur. Regardez la défense de Cleveland, on essaie de donner la balle, c'est à Jeremy Grant, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Il faut se montrer sur le poste haut, les mecs. Vous êtes le 4, vous êtes le 5, vous êtes même un poste 3 qui vient à l'opposé, et vous êtes au bon endroit pour ensuite faire une bonne passe. On a mis son petit pourcentage, là, 34% à 3 points. Tu parlais d'être une menace. Et là, la défense, là, est obligée de s'adapter, Jarrett Allen. Et d'ailleurs, il fait cette bonne passe. Voilà, il a tout en magasin, Donovan Clingan, en 7e choix de draft l'année dernière. Ce qu'on voit surtout après 4 palettes, c'est que c'est un mec qui sent le jeu, qui a un QI basket. Oui. Un QI basket qui fait des efforts pour compenser parfois son manque de rapidité ou de réaction. Il arrive à compenser ça par de la lecture en anticipant les choses. Moi, c'est un mec qui va s'installer dans la ligue. C'est un vrai bon pivot, des bonnes mains, mais dedans, défenseur qui arrive correct, très bon rebondeur. Bon, mais au bout d'un moment, je sais pas si ça serait une option numéro 1 ou 2. Je pense pas, mais en tout cas, c'est un mec, c'est bien de l'avoir dans son équipe. C'est l'une des raisons pour laquelle les Blazers sont coupés à l'intersaison d'Andre Ayton. Et ils ont toujours Robert Williams. Voilà, et ils ont notre ami, le pivot Jokic chinois, d'ailleurs, qui a rencontré son idole il y a pas longtemps. Mais ils ont vu en lui un 7e choix de draft, un gars qui pourrait s'imposer sur ce poste-là. On va lui souhaiter autre chose que Ralph Sampson et Greg Oden, quand même. Voilà, en termes de longévité, oui, je en parle. termes de longévité. Bah oui, bien sûr. La longévité du papa Sabonis, ça peut être plus intéressant à Portland. Oui, parce que Ralph Sampson, il y a quand même une autre carrière que Greg Oden. Hein. Tout à fait. Il y a une finale NBA et plusieurs plusieurs All-Star Games. Oui. Bien sûr, je parlais de la longévité, Erwan. Ralph Sampson, Virginia. Allez, on se ça chope. fait un point pour Erwan. Allez, il dort ton gars là. Ouais, il dort. Il est pas prêt, mais Arthur, il va falloir qu'il se réveille parce que c'est maintenant le quiz. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. Et qui dit tuture, dit évidemment quelle fac, comme d'habitude. Et vous parliez du score des quiz. Il y a notre ami Aymen qui nous a fait un petit tableau. Pas piqué des hannetons. Est-ce qu'on peut le mettre ? C'est Guigui Bay ou Bay, je sais pas comment il le dit, mais qui a résumé. Donc, depuis que je fais les quiz, toutes les victoires au qui suis-je ? Pas au quelle fac, hein, tuture. C'est pour ça que tu n'es que. Tu es quoi ? Tu es 5e, regarde. Attendez. Regardez à droite la tête de Tom. C'est exceptionnel. Ils m'ont trouvé, mais c'est bravo, vous me faites trop rire. C'est trop drôle. Et Kevin est bien placé, hein, Kevin Séraphin. En même temps, à chaque fois, c'est les mecs avec qui il a joué. Je suis un peu déçu par Séverin. Qui en a trouvé qu'un seul. Un seul. Et donc, Erwan, tu t'es fait un peu manger ton avance, hein. Attention. Oui, bon, écoute. Attention, aujourd'hui, c'est peut-être la fin. Je peux égaliser. Je pense que j'avais besoin d'avoir cette pression, sentir que. Mais je suis encore le numéro 1. Encore, on verra si ça peut. Dans 2 minutes, ça peut finir. Allez, on commence toujours par un petit Kelfa qui sort de se mettre en jambe. Important de bien commencer, tuture comme d'hab. Sur les Kelfa, il y a la position qui est importante. On commence avec Brandon Miller. Alabama. Gary Payton. Oregon State. Ça fait 2-0. Ouais, bravo. Kevin Love. UCLA. Égalité. Kirk Hinrich. Kansas. 2-1. C'était dans la gorge. Miles Turner. Texas. Michigan State. Texas. Wow. Ça fait 3. Oh merde, ouais. 3-1. Et DeAndre Ayton. Arizona. Oui, 3-2. Putain, il doit sortir celui-là. Rudy Gay. Connecticut. 4-2. On a parlé hier, putain, c'est pas possible. Peyton Pritchard. Oregon. Oh, il fait mal celui-là. Ça fait 5-2. Oh là là. Et il me reste devant moi 7 noms. Ok. Jason Kidd. Californie. Oh, aïe. Je sais pas du tout. Le 6-2. problème, c'est que Arthur non plus. Moussa Diabaté. Michigan. Oh là. Ouais, j'ai gagné 13-0, quoi. Ça fait 7-2, il en reste 5, tuture. Faut faire 5 sur 5. Isaiah Ryder. Isaiah Ryder. Ah, Kentucky ? Non. Isaiah Ryder. Nevada. Maryland. UNLV. Putain, je dis Nevada, je suis une merde. Dylan Harper, le père. Le père. Le père. Non, c'est Ron Harper, attends. le père. On parle de qui, là? Ah oui, pardon. Moi, j'ai dit Dylan Harper, j'ai dit Roger, c'est bon. Hein. Ron Harper. C'est très bien ce que t'as dit. Ah, voilà, parfait. Bravo. Il était papa, hein, mais. À son âge, Fraîchement, on le félicite. Stéphane Castle. Yukon.
Ouais. Steve Francis. Maryland. Tranquille. Maryland, bravo. Et Jaren Jackson Jr. Michigan Michigan State. State. Bravo Erwan qui a survolé celui-là. Moi, c'est le qui suit. Bravo. Excellent. On est parti pour le qui suis-je. C'est bien, j'aime bien l'esprit en plateau. Ouais, quand je gagne, hein, c'est toujours pareil. Je suis né le 26 avril 1992. Je suis jeune, j'ai encore que 33 ans. Et on ne m'a plus vu sur un parquet NBA depuis l'année passée. En carrière, j'aurais quand même gagné la NBA Cup. Mais, commençons par le commencement. Ça commence à mettre le stress. Je passe par la fac de Utah. 2 saisons de 2013 à 2015. Où je serai All-American Second Team en 2015 avec 14,5 points, 5 rebonds et 5 passes. Je me présente à la draft 2015 où je serai appelé en 20e position par Toronto. Clairement, les premières années, je vais pas trop jouer. 8,5 minutes en moyenne sur ma saison rookie. C'est à partir de 2016-2017 que je vais commencer à prendre des minutes. 16 minutes pour 5 petits points à 42% au shoot. Mon corps un peu frêle encore m'empêche pour l'instant d'être impactant. Surtout, les blessures me privent des parquets pendant de longs mois, m'obligeant à passer par la G-League plusieurs fois. En 2017-2018, je commence à me faire un petit nom dans la Grande Ligue. 20 minutes en moyenne pour 8 points. Avec Siakam, on est les 2 plus gros temps de jeu en sortie de banc de Toronto. Je suis un combo guard avec des bonnes aptitudes défensives. Sur le run de playoff, où l'on passera un tour, je jouerai également 22 minutes de moyenne pour presque 9 points. En 2019, je bougerai du Canada pour aller à Memphis, le temps de 26 matchs, où je serai dans le 5 majeur. Pont Dexter. Non, avant. Ouais, bon. Et c'est à partir de là que ma carrière va prendre le tournant de celle d'un journeyman. 5 équipes en 4 ans. Waouh. Il n'y a que mon numéro de maillot qui ne bouge pas. Un double chiffre, je vous le dis. Après Toronto et Memphis, je pars à Dallas, une saison complète, où je suis le backup de Doncic et Brunson. En 2020-2021, saison dans la bulle, je fais Détroit, avec plus de 30 matchs dans le 5. 10,4 points de moyenne, ma meilleure marque en carrière. Il est dur. Mais en mars 2021, je suis tradé jusqu'à la fin de saison chez les Kings. Donc ça fait Toronto, Memphis, Dallas, Détroit, Sacramento. 2021-2022, je passe la saison complète chez les Hawks, mais mes stats baisseront. Elle est chiante sa carrière. La saison suivante, je serai chez les Wizards, où je passerai la saison complète. Et on se souvient pas mal de moi, mais au milieu de la saison, rebelote, tradé à Miami. Et pour une fois, je ne porte pas le numéro 55. La saison dernière, je jouerai dans 2 franchises, Milwaukee et aussi New York. 16 minutes de moyenne pour être backup de Jalen Brunson. 55. Le numéro 55. Je sais pas du tout. Cette saison, j'ai participé au training camp des Pacers, mais je n'ai pas été retenu. Donc il gagne la NBA Cup avec les Knicks. Avec Milwaukee sans jouer. Milwaukee sans jouer. Ouais, sans jouer, je vous refais sa carrière. Il porte le numéro 55. Il passe par Toronto, où il joue pas mal en sortie de banc. Il fait Memphis, Dallas, où on se souvient de lui, Détroit, Sacramento, Washington, Milwaukee. Putain. Non, je sais pas. Non. Ce sera donc un 13e non trouvé. Ouais. Oui. C'est Delon White. Dylan Wright. Dylan Wright. Oh, il a 55. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Sauf à New York. Et, Delon Je pense que je le Wright. voyais plus vieux. Je le voyais pas être drafté en 2015, tu vois. Ouais, Delon Bravo, Wright. Bravo. C'est un très bon qui C'est un- C'est toujours une déception quand. Ouais, mais elle est dure. Bravo à ceux qui l'ont eu, parce qu'il y en a qui l'ont, mais là. Compliqué de l'affilier à une équipe en fait. Ouais, impossible. Non, mais en vrai. Bravo. Mais en fait, au début, Toronto un peu. Ouais. Ah ouais. Et après, quand il commence à aller partout, c'est vrai qu'on perd le fil. Dommage les gars. Tu nous as eu, bien Bravo. joué. Tu restes numéro 1 Ouais, bon, Une semaine au moins. avec la manière. Petite victoire. Je vais repenser à Michael Fag, ça ira plus tôt. Mais bon, l'avantage, c'est qu'on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau qui suis et Thomas pourra stick ou pas. Voilà, merci mon tuteur. Merci Quel à vous, plaisir les gars. si vous avez manqué. Putain, ne va pas signer en Côte d'Ivoire, reste avec nous. Non, non. On peut T'as avoir- vu les billets qu'il peut prendre T'es au courant Il prend des billets ici aussi. Ouais, enfin bon, 50 000 € l'année, frérot. On peut avoir un abdo ou pas Laisse-moi non, tranquille, toujours là. pas. Thomas Ouais, ça intéresse moins les gens. Ça intéresse moins les gens. On se voit lundi pour le Big Monday avec la masterclass de Steph Curry à 22h et puis évidemment la libre antenne pardon là à 20h. Allez, vous voyez, je bégaye. Marine Photo, dimanche, Marine Photo. Marine Photo, la famille dimanche elle sera là. On va mettre un petit setup et on va prendre de ses nouvelles puisque elle est en rééducation à Clairefontaine. On se retrouve lundi les amis. Merci pour tout. Donnez de la force sur les réseaux. Offense demain midi sur la chaîne Offense et puis on se retrouve sur plein de choses. Dimanche on vous réserve une grande surprise. On vous en parlera lundi dans la libre antenne parce que je vais faire une interview avec une légende, pas un joueur mais un mec des bureaux de la NBA. Je vous en dis pas plus mais soyez bien avec nous parce que dimanche on va enregistrer un truc exceptionnel ici même dans les studios, n'est-ce pas? Tout à fait. Allez, à la semaine prochaine. Bisous les amis.